Chers amis, bonjour. Je m'appelle Jean-Pierre Guillemin et je suis responsable pour l'Occitanie d'une association qui s'appelle Force Vive. Alors, qu'est-ce que c'est que Force Vive? Eh bien, c'est l'union sacrée des compétences, d'où qu'elles viennent, au service de la patrie. La crise du Covid-19 a mis en évidence l'effondrement complet de notre système de santé, alors qu'il était le plus performant dans les années 80. Elle a montré à tous ceux qui voulaient le voir aussi notre dépendance totale à l'égard de l'Europe, elle-même dépendante des États-Unis. Qu'est donc devenue notre France? Un pays endormi, une nation en crise civilisationnelle et sécuritaire, un pays soumis. Il est donc urgent d'agir pour rebâtir notre pays et redonner sa souveraineté à notre nation. C'est pourquoi j'ai rejoint Force Vive. C'est pourquoi je vous invite tous à venir nous rejoindre, à venir rejoindre cette association Force Vive. C'est pourquoi aussi, jeudi dernier, j'ai réuni autour du général Emmanuel de Richouft, son vice-président, de son directeur général Pierre-Louis Santos, de son responsable gare et héros, le colonel André Thieblemont, et avec l'assistance technique de mon ami Alexandre Blanc, président de la région Centre, que je remercie vigoureusement. Les présidents d'associations représentant des dizaines de milliers de Françaises et de Français, comme vous pourrez le voir dans l'enregistrement qui suit. Je vais citer, entre autres, l'appel au peuple de David Saforcada, Place d'armes de Jean-Pierre Fabre-Bernadac, l'Alliance du peuple de Bernard Claudel, de Notre France avec son représentant Thierry Hengo, de Ligne droite avec son président fondateur Daniel Fabre. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne lecture. Vive Force Vive, vive la France. Oh, mais c'est très bien. Si vous aviez la monnaie, vous m'arrangez. Non, oui, attendez, je vais Ça y essayer. est, les portefeuilles se ferment. Tenez, 20 Ouais, déjà. ouais, si vous avez Bonsoir à cinq. vous tous. 5, c'est sûr que j'ai pas. Ah, bah, Là, j'ai là, 10. c'est embêtant. Bon, bah, Moi, écoutez, je tout à dois l'heure. 5 euros, monsieur. responsable Ouais, de ouais. l'Occitanie Vas-y, pour Force Voilà, je Vive. me rappellerai. D'accord. Je vous donnerai Et les je suis Merci beaucoup. heureux Je de m'installe. Où vous voulez. Où Où vous voulez, oui, il y a pas de cette place, il y a plein de place. réunion débat. Débat, oui, parce que ce qu'on veut surtout, c'est échanger tous ensemble autour d'un thème important qui s'appelle la souveraineté. Pour la définir et puis pour se rassembler tout autour. Non, non. c'est Parce juste que pour vous réserver. Force Vive, Vous êtes au repas c'est avant tout Ah, d'accord. Parce que je un pouvais vous dire, rassemblement. je pouvais vous Un inviter. rassemblement d'idées, déjà. Force Vive, c'est une force de proposition. Et c'est une association qui a pour but, qui va rester pendant 25 ans, pour créer tous ensemble la France que nous voulons, la France que nous désirons, la France que nous choyons. Nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes une association, je le répète. Et c'est cette association rassembleuse que l'on voit ce soir, et je vous félicite tous les représentants des différentes associations qui sont ici, qui sont venus nous rejoindre pour débattre de la souveraineté. Je vais parler de l'appel du peuple, avec son président, David Saforcada. Et oui, il est, s'il peut se lever.
Et on peut le féliciter, on peut l'applaudir. Merci. Alliance du peuple avec Bernard Claudel. On l'applaudit aussi. La droite avec Charles Millon, Pierre Magnon, qui sera en visioconférence, je pense, si ça marche. Notre France, Monsieur Thierry Hengo. Et notre ami Grolin, Daniel Fabre. Félicitations à tous. Et puis, je cède de suite la parole au vice-président de Force Vive, Monsieur le Général Emmanuel de Richouft. Chers amis, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis donc le général de Richouft. Pour faire simple, attendez, il y a un... Venez, n'ayez pas peur. Oui. Passez à la caisse d'abord. Passez à la caisse. Monsieur Victoria. Passez à la caisse tout de suite. Oui, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis le général de Richouft. Pour faire simple, 36 ans de vie militaire, 10 ans d'entreprise. Et une particularité, j'ai servi aussi dans les banlieues pendant 15 années, ce qui m'a valu le surnom. Donc je reprends, j'ai été sollicité il y a 1 an maintenant par un chef d'entreprise, notre président de Force Vive, qui m'a dit « Emmanuel, j'ai besoin de toi, nous avons besoin de toi, pour une association qu'on est en train de mettre sur pied, Force Vive, dont l'objectif est bien de réfléchir, de proposer des échéanciers, proposer un programme, proposer des orientations. À qui? Eh bien, à ceux qui veulent nous entendre, c'est-à-dire aux Français comme vous et moi, qui avons le cœur, qui avons la France chevillée au cœur, et qui souhaiterions que cette France soit autre chose que ce que l'on voit aujourd'hui peut-être, et véritablement que l'on réfléchisse comment faire avancer cette France pour sortir du marasme que nous lui connaissons. Et donc, avec un certain nombre de camarades, nous nous sommes mis au travail, d'abord en recrutant, pour essayer d'avoir autour de nous des compétences, des gens qui ont envie de faire, qui ont envie de travailler, qui ont envie de réfléchir, qui ont envie de travailler ensemble. Et c'est ainsi que Force Vive aujourd'hui peut s'enorgueillir d'être à peu près avec 200 personnes autour de lui, autour d'elle, qui, aussi bien en province qu'à Paris, eh bien, travaillent d'arrache-pied pour essayer de proposer un certain nombre de projets. Au cours de cette année, nous avons bien sûr, l'idée c'était d'agglomérer autour de nous un certain nombre d'associations, de structures, de partenaires, sans les absorber, ce n'était pas le but, mais véritablement de les amener avec nous, parce que l'union faisant la force, il était important que nous puissions là aussi parler, non pas d'une même voix, mais faire entendre les clameurs du peuple vers le haut, de manière à faire réfléchir nos dirigeants sur ce qu'on peut faire ensemble. Alors, je crois que Jean-Pierre a oublié dans son annonce à l'instant quelqu'un d'importance qui a, je dois dire, marqué la France au cours de l'année dernière. C'est Place d'Armes, avec Jean-Pierre Bernadac, Fabre Bernadac qui est là. Et c'est grâce à lui, j'allais dire, grâce à lui que je suis allé sur le devant de la scène, et qui a permis à tout ce petit monde que nous sommes ici d'être entendu, non pas écouté, mais entendu par le gouvernement au cours de ces derniers mois. L'idée que nous avons, c'est bien évidemment de regrouper autour de nous des compétences, je l'ai dit, mais autour de, comment dirais-je, d'une volonté, surtout d'une croyance, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce que nous souhaitons faire. Je suis obligé de prendre mes lunettes, n'étant plus très jeune, pour voir clairement.
Et nous nous sommes regroupés autour de textes fondateurs, mais je laisserai ensuite Pierre-Louis vous évoquer tout ça. Je voulais simplement vous dire, quelle France voulons-nous? Quelle France voulons-nous? C'est-à-dire qu'il était important que nous puissions, autour d'un texte simple, autour d'un texte éclairant, pouvoir nous regrouper. Je vais vous lire en quelques minutes, en quelques instants, ce que nous souhaitons. Nous voulons un peuple de citoyens solidaires, partie prenante de la vie économique et politique de leur patrie, responsables de leur destin. Il faut pour cela une France prospère, par sa population active, par ses sources d'énergie durable, son agriculture, son industrie et sa recherche, toutes conditions de son existence et aussi de sa capacité d'accueil et d'assimilation. Une France s'adaptant à la raréfaction des ressources, au changement climatique, capable de proposer des solutions aux défis qui se posent au monde, de combattre un mondialisme qui tendrait à servir en premier lieu les intérêts particuliers. Une France éducatrice, juste, assimilatrice, fière de sa culture et de son passé, confiante dans son avenir. L'État-nation est la cellule de base de l'organisation mondiale. Nous voulons que la France perdure en tant que nation autonome et rayonnante, une France forte, unie, souveraine, pour ne pas être vassale. C'est la base de notre, ce sont les fondements, les fondamentaux de Force Vive. Et je crois que si vous êtes ici ce soir, autour de nous et avec nous, c'est justement pour essayer de communier ensemble sur cet avenir que nous espérons rayonnant. Merci beaucoup. Monsieur Pierre-Louis. Monsieur le directeur général de Force Vive, Pierre-Louis Santos. Bonsoir à tous. Je m'appelle Pierre-Louis Santos. Donc, en deux mots, ma carrière s'est déroulée dans la Marine nationale. Je suis capitaine de vaisseau et ensuite à la tête d'entreprises en France, en Europe et en Afrique. J'ai ensuite été directeur général de la Manif pour tous au moment des grandes manifs. Puis j'ai fondé une association pour s'occuper des jeunes décrochés de 18 à 25 ans, spécialement dans les banlieues. Donc je suis qu'un capitaine de vaisseau des banlieues, moi pas général, mais j'y ai contribué. D'ailleurs avec Emmanuel, nous y avons travaillé ensemble. Et puis on m'a appelé chez Force Vive au mois de mai dernier pour prendre les responsabilités de direction générale, c'est-à-dire surtout d'organisation de toute la partie pratico-pratique, à l'exception de la doctrine à laquelle je participe, mais que je ne rédige pas. C'est quoi ça? Voilà pour ma petite personne, pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. Je voudrais préciser un petit peu les points sur Force Vive pour dire que nous sommes une association, c'est vrai, mais c'est une association d'intérêt général. C'est très important, d'abord parce que ça permet de déduire les cotisations, au moins 66% d'entre elles des impôts, mais ça nous oblige, à l'inverse, à parler avec tout le monde. Donc nous ne sommes pas une association de gauche, de droite ou du milieu, mais nous sommes une association de France et nous travaillons pour notre pays. Ce qui veut dire que toutes les idées qu'on peut avoir, on essaye, c'est pas toujours facile, vous le croirez bien, mais on essaye de les partager avec tous les gens qui réfléchissent ou qui se présentent à une élection ou une autre. On n'est pas toujours bien accueillis, vous le comprendrez. Mais nous y tenons. Alors, Emmanuel vous a parlé des textes, vous a lu le texte fondateur, qui est le texte numéro 1. Alors, ce que je voudrais vous faire partager, c'est le fait qu'on a essayé pendant cette année d'aboutir à une réflexion cohérente et un peu finalisée qui nous permette maintenant d'agir en utilisant ça comme un moteur. Donc, cette articulation de texte, elle est triple. Emmanuel vous a lu le texte qui dit « La France que nous voulons ». Vous pourrez prendre à l'issue, merci de ne pas les lire maintenant, les plaquettes comme ça qui sont à votre disposition ici. Le second texte est un texte qui détaille ce qu'il faut faire, ce qu'il convient de faire, les décisions qu'il faut prendre pour réaliser ce que Emmanuel vous a lu tout à l'heure. Donc il y a une 50aine d'items qui ont été réfléchis par une équipe qui a passé beaucoup de temps à ça. Je vais faire comme Castex avec mes lunettes. Et donc, voilà, ça c'est la deuxième mouture qui est très importante, c'est la liste, la lettre au Père Noël, si vous voulez, ce qu'il y a à faire pour que ça marche. Et le dernier texte,
qui est le plus important, qui vient de sortir, donc vous en avez quasiment la primeur, s'appelle Urgence politique, c'est un livre qui est là, qui détaille, lui, la façon de faire tout ce qu'on a dit qu'on allait faire. Voilà. Donc si vous voulez, la totalité de ces 3 textes représente un... Ces textes ces petits livres-là sont en vente à la sortie. Je ne vous dis pas le prix, ça va vous faire peur. Et voilà. Et donc ces 3 textes constituent le socle de notre réflexion. C'est important de le dire parce que on a invité le maximum d'associations autour de nous ce soir et on aimerait ressortir d'ici, si c'est possible, en ayant le sentiment que l'essentiel de ce qu'on raconte peut être partagé par la majorité d'entre vous. Voilà un peu l'objectif qu'on se fixe, si vous voulez bien. Le dernier point que je vais aborder avant qu'on passe à la suite concerne la souveraineté dont on vient de parler, et puis vous détailler, vous donner 2 ou 3 thèmes, parce qu'on voudrait que cette soirée soit une soirée de débat et pas seulement d'évangiles qu'on récite successivement l'un après l'autre, parce que ça, à la sortie, ça sert à rien. Donc on a retenu 3 thèmes, si vous voulez bien les partager avec nous. Le premier, c'est la souveraineté, je vais y revenir. Le second, c'est un thème économique, puisqu'on participe à la rédaction de certains programmes pour certains candidats qui veulent bien écouter ce qu'on leur dit ou lire ce qu'on leur écrit. Donc il y en a un pour lequel on a écrit en particulier un document qui concerne Là, vous avez une erreur de syntaxe. le déficit commercial français, qui, comme vous le savez, est absolument énorme. On n'a jamais vu ça. Et M. Bayrou a eu une très bonne idée. Il a fait sortir par le commissariat au plan la liste des 900 premiers points qui constituent ce déficit. Donc, comme il y a un certain nombre de gens qui se disent souverainistes et qui veulent réimpatrier tout un tas de productions, ce document est essentiel pour la réflexion de base, c'est-à-dire que ça dit là où on perd, pour voir si on peut arrêter de perdre dans un certain nombre de domaines. Donc, c'est un sujet qui est intéressant à aborder, ça oblige à réfléchir un peu et à ne pas dire yaka. Voilà, donc on voudrait partager ça. Le deuxième sujet, c'est les banlieues, sur lequel Emmanuel a écrit des dispositions. Et le troisième, c'est la souveraineté. Alors la souveraineté, tout le monde est souverainiste aujourd'hui, vous avez remarqué, même les pires mondialistes se disent souverainistes. Donc en fait, on a essayé, très modestement, de définir une souveraineté qui est celle qui nous sert de guide, qu'on a baptisée la souveraineté 2.0, pour faire moderne. Je vous la décris très rapidement. On ne peut pas être souverain dans tout. Si quelqu'un vous dit qu'il veut être souverain, qu'il veut que la France soit souveraine dans la construction automobile, vous pouvez dire tout de suite que c'est un menteur. Donc il faut avoir des objectifs qui soient raisonnables, qui soient atteignables. Sinon on n'est pas crédible. C'est ce que nous font tous nos politiques depuis toujours. Ils nous mentent tout le temps et ils ne font jamais rien. Donc on essaye d'être concret. Donc on a défini 3 niveaux de souveraineté. Un niveau dans lequel on n'accepte pas de partager. Aujourd'hui, il n'y a qu'un exemple comme ça, c'est l'arme nucléaire. Il n'y en a pas d'autre. Un deuxième niveau sur lequel on accepte de partager, l'exemple c'est l'Airbus, il y en a plein d'autres. Et le troisième qui est libre parce qu'on ne le considère pas comme essentiel et nécessitant une souveraineté absolue. Donc on a commencé à réfléchir aux sujets qui sont dans les cases en question. Je vous en cite quelques-uns, et puis je m'arrêterai là-dessus. Pour ceux pour lesquels on veut être totalement souverain, il y a évidemment l'arme nucléaire et tout ce qui va avec, un certain nombre de domaines d'armement. Il y a ensuite un sujet qui est très différent qui s'appelle le droit. Vous savez qu'aujourd'hui, le droit français est toujours soumis, que ce soit à la CEDH ou à la Cour européenne de justice, donc on n'est plus maître chez nous, notre droit n'a plus de valeur. Donc voilà un point sur lequel il faut absolument c'est notre idée, qu'on recouvre notre souveraineté, qu'on puisse décider ce qui est bon ou mauvais pour la France, sans demander aux Ouzbeks s'ils sont d'accord. Le troisième point, c'est le numérique. Alors dans le numérique, quand on vous dit qu'on peut être souverain dans le numérique, c'est pas vrai. Il faut donc choisir à l'intérieur du numérique les domaines dans lesquels on veut être souverain et mettre le paquet là-dessus. Le quatrième point, c'est évidemment l'industrie, mais pas toute l'industrie, certaines parties de l'industrie. Merci. Je vais m'arrêter là. Il y en a d'autres, et je souhaite que le débat qu'on va mener ensemble nous amène à avoir vos idées sur la question et qu'on puisse en débattre. Voilà, donc je vous propose qu'on commence par les banlieues, comme ça Emmanuel va reprendre la main, et donc il va vous dire rapidement quelle est sa thèse sur le sujet, et puis ensuite on se donnera 5 à 10 minutes de débat et on fera la même chose sur les 4 sujets que j'ai cités. Ça vous convient ?
Oui, non. Oui. Oh là là. Oui, non. Encore un peu mieux. Oui, non. Ah, voilà, je vous le passe. Oui, alors on a pensé ce soir qu'il était intéressant, puisque vous êtes là tous représentants de familles, j'allais dire, politiques au sens noble du terme, que nous puissions échanger. Tout ce qui va être dit ici ce soir sera enregistré, de manière à ce que nous puissions faire un compte-rendu qui vous sera apporté. Alors, les banlieues, c'est un vaste sujet, comme aurait dit un général qu'on connaît bien, vaste problème. Donc, je me suis attaché à réfléchir longuement sur ce sujet, ayant travaillé pendant une quinzaine d'années avec des gens des banlieues, pour des gens des banlieues. Et je suis parvenu à la réflexion suivante. C'est que rien n'est fait pour l'instant pour réussir en banlieue. C'est-à-dire que l'État n'a pas... voilà. Pourquoi ? Je vais passer rapidement, parce qu'il y a à peu près 6 ministères qui s'occupent des banlieues, sans se parler. Il y a de l'ordre de 60 000 associations diverses et variées qui s'occupent d'insertion et de formation, sans se parler vraiment. Et puis, il n'y a pas vraiment d'intérêt politique, parce que c'est un problème, c'est sérieux, c'est difficile, c'est compliqué, et qu'il faut mieux finalement mettre le couvercle sur la cocotte et ne jamais le soulever, quoi, et appuyer bien fort. Et donc, on déverse des milliards chaque année, et ces milliards engraissent, ou du moins sont déversés vers des associations, vers des structures, des formateurs, etc. Mais finalement, quand la monnaie, l'argent arrive en bas, il n'est pas suffisant, il n'est pas utile, ou pas forcément utile pour faire ce qu'on a à faire. Alors la réflexion que j'ai menée, j'ai sorti un petit, il y a un mois, un manifeste qui fait pas mal de bruit. Si vous voulez, je propose des solutions, qui sont des solutions pour que les jeunes comme les moins jeunes puissent être français finalement, parce que c'est ça que l'on veut. C'est-à-dire comment accrocher une population qui est en 2e, 3e, 4e génération d'immigrés en France, des enfants, des petits-fils, des fils et des petits-fils, comment peut-on les raccrocher au navire France? Comment peut-on les réinsérer? Parce que quand vous parlez avec eux, ils sont français, ils sont insérés, ils se disent insérés, mais ils n'ont pas la même vision que vous et moi sur la France. La première des choses, je crois, c'est faire un audit. C'est-à-dire que ce serait la première fois qu'il fallait faire un audit complet de qui fait quoi, combien ça coûte et qu'est-ce qu'on a comme résultat. Qu'est-ce qu'on a comme résultat? La deuxième chose à faire, c'est une réorganisation complète de l'État, avec une politique de la ville, qui soit véritablement dédiée à ce problème. Aujourd'hui, comme je vous le dis, il y a un innombrable personnes qui s'occupent des banlieues. La troisième chose, c'est avoir de l'encadrement qui permette de travailler vers ces jeunes. Ces jeunes, finalement, c'est qui, c'est quoi? C'est des jeunes, moi j'appelle ça 18-25 ans, en attente, en réflexion pour gagner la France, mais finalement disant, je vous tends la main, vous la prenez pas, j'ai que des mains molles en face de moi, j'ai des gens qui me promettent la lune et qui ne tiennent pas parole, et moi j'ai envie de m'en sortir. Alors il y en a d'autres qui disent, moi je ne veux pas m'en sortir, je m'en fiche, mais ceux-là c'est pas intéressant. Il faut se focaliser sur ceux qui sont sur le fait du toit, et qui risquent de basculer dans le terrorisme, la délinquance, la drogue, etc. Je vous laisse imaginer tout ça. Donc il faut un encadrement. Cet encadrement, où le prend-on? Je propose 2 types d'encadrement. Un encadrement issu, bien sûr, des banlieues, issu des formateurs de banlieues. Il y en a quelques-uns qui sont des gens remarquables, mais là aussi, il faut faire le tri. Et la deuxième chose, c'est prendre des militaires. Des militaires, qui ont terminé leur temps, qui ont terminé leurs 5, 10, 15 ans, 20 ans, des cadres, des militaires encadrants, c'est-à-dire des sous-officiers, voire des officiers subalternes, et créer ainsi entre les formateurs de banlieue et les militaires, véritablement avoir un amalgame qui permette d'aller dans les banlieues et de donner du sens à l'action. C'est-à-dire que les militaires apportent leurs compétences, leur foi dans le métier, leur foi dans la France, et le commandement des hommes, parce que ça, on sait faire. Et puis, vous avez les jeunes de banlieue, les formateurs de banlieue, qui apportent, eux, la connaissance du milieu, et qui peuvent apporter, qui sont en attente aussi qu'on leur apporte, là aussi, matière à travailler. Et
au-delà de tout ça, il faut également, et ça me semble important, c'est le rôle que j'ai joué moi pendant 15 ans, c'est être un officier général qui permette d'abord, on est respecté, d'une part, on est entendu, on est écouté par tout le monde. C'est-à-dire que quand vous êtes officier général ou colonel ancien, j'allais dire, vous pouvez parler à un préfet, vous pouvez parler aux entreprises, vous pouvez parler aux associations, vous pouvez parler aux jeunes, vous pouvez parler aux entreprises d'insertion, vous pouvez parler aux auto-écoles, vous pouvez parler aux sportifs. Bref, vous êtes dans la vraie vie. Hein, et là, vous pouvez apporter beaucoup parce que vous avez l'expérience. Et donc, c'est important qu'on puisse avoir des officiers généraux sur le terrain qui puissent être cette interface, j'allais dire, multiple. Une fois que j'ai fait tout ça, ben, comment procède-t-on? D'abord, pour procéder à tout ça, eh bien, il faut pour travailler sur une banlieue, il faut imaginer qu'il faut travailler entre 12 et 15 mois. On n'arrivera pas à ramener la paix, j'allais dire la paix dans la banlieue en moins de ce temps-là. Il faut se focaliser sur 4 ou 5 banlieues d'abord. Voilà. Je pense qu'il y a, vous savez peut-être aujourd'hui, vous avez 1000 banlieues qui échappent peu ou prou à l'autorité de l'État. 1000 banlieues, c'est grosso modo 10%, il y a 10% de la population française qui est, j'allais dire, comment dirais-je, qui est dans ces banlieues, qui souffre, j'allais dire, qui souffre de cet état, qui est cloîtré le soir, parce que le soir, à partir de 18h jusqu'à 8h le matin, eh bien, il n'y a plus de force de police, donc c'est la ville, la banlieue est laissée, j'allais dire, à l'abandon et laissée aux bandes, donc c'est quelque chose. Donc, il faut restaurer l'autorité. Pour restaurer l'autorité, il faut véritablement travailler sur une durée longue. Et là, il y a 2 choses à faire. La première, c'est véritablement avoir une sécurité, apporter, j'allais dire, le bâton. Il faut amener le bâton. Le bâton, c'est une autre entreprise. Ce sont des douaniers, des flics, des juges, etc. Tout ce que vous pouvez mettre, l'URSSAF, pour véritablement faire un bilan exhaustif sécuritaire sur des bâtiments complets. Et puis à côté de ça, parallèlement à ça, il faut véritablement le volet social. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aujourd'hui dire je vais fracasser les fauteurs de troupes, fracasser les bandes, etc. Si à côté de ça, vous n'apportez pas le volet social, mais un volet social rénové, un volet social national, quelque chose de fort. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'il faut donner l'espoir. Il faut redonner l'espoir, il faut donner un but dans la vie, il faut donner de l'enthousiasme, il faut forger les esprits à faire véritablement, à se donner à fond pour gagner la France. Alors là où ça fait de grand bruit, c'est que je dis, aujourd'hui, la police n'est pas la bienvenue dans les banlieues. La police, c'est le chat noir. La police, ce sont les hommes et les femmes que l'on fracasse le soir quand ils arrivent, à qui l'on tire à boulet rouge avec, voilà. Donc ils sont pour un oui, pour un non d'ailleurs, ils sont pour rien, mais c'est comme ça. Donc là, j'y mets les armées, c'est-à-dire que j'y mets les armées pendant quelques temps. Je prends une compagnie, et comme je l'ai fait moi dans le cadre de manœuvres où j'allais dans les villes, et je peux vous dire que là aussi, c'est porteur. Hein. On change de braquet et l'État montre là l'intention qu'il a de véritablement reprendre en main ces banlieues et redonner de l'espoir. Voilà un petit peu le souci que j'ai. Après, bien évidemment, tout ceci débouche sur une aventure, l'aventure sociale. L'aventure, j'allais dire, au-delà du social, c'est véritablement redonner sens à la vie, amener les jeunes vers un cursus complet et bien sûr administratif, économique, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait faire, qu'on sait parfaitement faire et qui peut être fait. Donc, ce que je vous demande là maintenant, c'est de pouvoir répondre, proposer dans cette optique-là. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que vous proposez? Merci beaucoup. Parce que vous avez fait un diagnostic complet. Oui, pardon, Thierry Lingon, Notre France. Par contre, je pense que vous avez omis de parler du rapport à l'identité nationale, déjà, hein, qu'il faut reconstruire. Et ça ne se fait pas simplement en envoyant des troupes dans les quartiers. L'identité nationale, c'est la cohésion du peuple français, hein, qui donne cette transcendance à la patrie. Mais moi, je pense que dans tout ce que vous avez énuméré au niveau des différentes institutions, vous avez omis quelque chose d'important, c'est l'école.
Il y a deux micros là. Non, je rassure, j'ai pas omis du tout, j'ai omis d'en parler parce que bon, le temps passe et j'ai pas le temps de descendre dans le détail. Mais bien sûr, l'école est capitale. L'école, c'est le fondamental. Mais vous savez très bien que comme moi, que de l'école dans les banlieues, c'est une école comme il en existe ailleurs. C'est pas ça qu'il faut. C'est une école comme on avait avec comme moi j'ai connu, mes parents ont connu. C'est-à-dire une école, voilà, avec des professeurs désignés, on travaille, voilà, on n'est pas sur une école, vous voyez, voilà, on apprend à lire, écrire, compter et se comporter. Et puis voilà. Et ça, c'est quelque chose. Et même dans cette école-là, elle doit être secondée par les écoles spécifiques qui sont aujourd'hui, j'allais dire, on montre des doigts, on ne peut pas les voir, mais toutes les écoles tenues, là, je sais plus comment ça s'appelle, toutes les écoles que j'ai connues, l'école de la deuxième chance, etc. Vous voyez, tout ça, il y a tout ce voilà, tout ça, ça existe. Ah, si, ça marche bien. C'est dans le principe de globalité. Mais le globalité, vous inquiétez pas, je globalité. Non, mais je vous bien sûr. J'ai un micro là pour les... Programme scolaire. Non, mais c'est sûr ça. C'est une école adaptée à chaque type de citoyen. Oui, bien sûr, à la base. Parce que vous avez des tas de jeunes qui ne travaillent plus, qui sont désertés de l'école. J'ai un micro pour... Vous vous présentez, puis on discute. Oui, président. Oui, madame. Oui, bonjour. Oui, de non, moi je... Ça marche très bien. C'est effectivement l'école, mais l'école à la base. On n'est pas l'école de la deuxième chance, c'est l'école. Mais vous avez, voilà. Je connais ça, je sais, j'ai vécu, j'ai suivi ça pendant 15 ans, donc je suis parfaitement. Vous avez l'école elle m'écoute pas. Elle m'écoute. Vous avez l'école à la base, on est bien d'accord. Vous avez des enfants qui ont quitté le collège ou l'école à 12 ans, qui font le chouf dans les banlieues, qui sont les cages d'escalier, et que vous récupérez à 15 ans. C'est ceux-là, vous n'allez pas les remettre à l'école comme les autres. Vous allez les retrouver chaussures à leurs pieds, vous voyez ce que je veux dire. Donc tout ça, ça demande une réflexion de fond, de voir sur le terrain qu'est-ce qui existe, et de faire travailler ensemble tous les gens. Aujourd'hui, personne ne travaille ensemble. Personne ne veut travailler ensemble. Chacun dans son petit studio. Moi, ce que j'ai essayé de faire pendant 15 ans, et ça a très bien marché, c'est de faire un collectif. Et ce collectif, ça fonctionne. Ça demande du temps, mais ça fonctionne, parce que les gens se rendent brusquement compte que quand on est nombreux, quand on est dans une espèce de coalition, ça marche mieux. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais il faut globaliser tout ça. Oui, président. Mieux? Ouais, c'est mieux. Non? Parlez sans micro, je l'entends. Ouais, c'est bien. Déjà, merci de m'avoir présenté, merci à la porte. J'ai vu avec beaucoup d'ouvrages sur lequel je suis à 99% d'accord. Il y a juste un point qui moi, Thomas, je n'entends rien là. Le bon mot, mais. Dans un premier temps, je voudrais dire que au sujet des banlieues, je vous connais un peu. Lorsque l'armée française a gentiment demandé de quitter l'institution et de retourner à la vie civile, l'ancien caporal des troupes de marine que je suis s'est retrouvé à habiter pendant 10 ans dans un quartier sécurité prioritaire dans la banlieue toulousaine. Donc j'ai vécu pendant 10 ans, je sais ce que c'est que de vivre dans une cité et je sais ce que c'est que de fréquenter certaines populations qui habitent. Et là où je vous rejoins, c'est que sur ces populations qui habitent ces quartiers, on va dire que vous avez 5% de tuteurs de troubles et vous avez 95% de gens qui soit ont peur de ces gens-là, soit mais qui n'osent pas parler, qui n'osent pas se montrer. Ces 5%, à partir du moment où il y a du répondant en face, déjà ça calme de suite les choses. Je veux dire que le petit caporal des troupes de marine, quand il descendait ses poubelles le soir et qu'il prenait 2 fois le bout, on savait leur parler, et tout de suite après, je peux vous dire, vous étiez plus embêtés. Ça, c'est la première chose. Mais ensuite, là où je vous rejoins, déjà, c'est sur le constat que vous faites et sur les opérations à mener. Effectivement, il faut qu'il y ait deux tableaux. Le premier tableau, c'est celui, si je devais reprendre des propos de Napoléon III, c'est il est temps que les gentils se rassurent et que les méchants tremblent. Donc voilà, ça c'est le premier tableau. J'ai un micro. Oui. C'est le premier tableau et sur lequel il faudrait, alors moi ce que j'appelle, c'est mettre en place.
remettre en place une forme de force d'action rapide, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, des douaniers, des policiers, des impôts, etc., qui soient capables de taper fort sur les gens qu'on connaît, tout le monde les connaît, on ne sait pas s'y attaquer. Et le deuxième sujet, c'est celui que vous avez abordé, c'est celui de qu'est-ce qu'on fait après. Et c'est là où je suis, je diverge un peu avec vous. Moi, je n'enverrai pas l'armée. Parce que j'estime qu'à l'heure actuelle, nos militaires, malheureusement, ont très peu de temps pour se préparer pour les OPEX, etc. Et que donc, il faut leur laisser du temps. Et que par contre, ce serait très bien pour la gendarmerie. Parce que la gendarmerie, ce sont quand même des militaires. Ils sont vus différemment des policiers. Le respect envers les gendarmes est différent. La cité dans laquelle j'habitais était dans une zone gendarmerie. Il faut vous dire que lorsque la gendarmerie débarquait dans la cité, c'était pas la même que quand c'était un équipage de BAC. Le gendarme, il a une façon d'aborder les problèmes qui n'est pas celui de la police. On ne va pas rentrer dans les détails. J'espère qu'il n'y a pas d'anciens policiers d'ensemble, des policiers d'actifs. Mais bon, c'est pas grave, parlons vrai. Parlons vrai. Un gendarme, s'il vous aborde, il vous voit, il ne vous tutoie pas, etc. Donc il y a une preuve de respect, même avec une racaille, il y a un peu de respect. La racaille, c'est l'oblige à avoir de respect. Donc c'est pour ça, le militaire, l'ancien caporal des TDM, vous lâchez dans une cité avec les copains de la section, le problème va être vite réglé, mais pas forcément dans le cadre de la loi. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est peut-être pas la bonne chose. Et ensuite, moi j'ai une idée, je l'avais évoquée, hein. Moi qui me frotte, certains vont me dire, mais de quoi ils nous parlent parce que c'est vieux. Moi je repense au SAS qu'il y avait en Algérie. Vous savez, cet officier aspirant est souvent appelé, qu'on mettait dans un doigt, et dans ce doigt, il faisait du social, il faisait du militaire, il faisait tout. Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas capable, justement, avec les anciens militaires, dans les quartiers difficiles, on ne va pas recréer des SAS, parce que déjà, mon Dieu, on est en 2022, je me rappelle que c'est bientôt l'anniversaire des accords des jeunes, on risque d'être embêtés. Mais pourquoi, justement, ces anciens militaires, officiers, sous-officiers, et militaires du rang, ne disons pas nos caporaux chefs et caporaux qui savent que c'est aussi d'encadrer les jeunes, créer des espèces de SAS, c'est 2-3 militaires, avec notamment, dont vous avez parlé, des jeunes de cité, et ensuite l'éducation, etc., qui seraient capables de, pas à demeure, mais sur un laps de temps, 6 mois, 1 an, 2 ans, de recréer tout ce qui suit. J'entendais parler d'éducation, d'instruction, pardon, l'éducation, c'est les parents. D'instruction, et cette instruction, ce serait, dès le 8 mai, on les amène, on les encadrer pour les amener à une cérémonie, on va les amener à une sorte de patriotique, on va les amener à toutes ces choses-là, leur rappeler. Oui. Enfin, toutes ces choses, le service national, pourquoi pas, c'est un sujet qu'on pourrait évoquer. Mais le service national, ça peut être compliqué. Dans le service national, vous allez ramener aussi des jeunes qui, malheureusement, peuvent être cette fameuse 5e colonne qui, après, se servira de centre commun. Mais on peut évoquer aussi, effectivement, moi j'en ai connu, comme les encadrés dans les folies vosgiennes, ils arrivaient au bout de 6 mois, ils étaient comme des amis. Service national. Donc voilà. Est-ce qu'à la place des armées, on ne pourrait pas plutôt imaginer la gendarmerie? Oui, j'ai pensé. J'ai plus que pensé d'ailleurs, hein, travailler dessus. La gendarmerie est déjà fort occupée. Donc voilà. Donc la gendarmerie, et je pense que la gendarmerie est plutôt de zone, j'allais dire, campagne, pour faire simple. Sachant que là aussi, c'est pas calme. Hein. C'est quand même la France périphérique, c'est pas que la France des banlieues. Hein. Il y a quand même maintenant et de plus en plus la zone périphérique campagnarde, et là il y a besoin de gendarmes. Donc c'est la raison pour laquelle je pense, si vous voulez, qu'il faut donner un signal fort. Si vous ne donnez pas un signal fort, ça continue comme avant. Vous allez continuer avec des gendarmes, des policiers, bon, il n'y a rien de changé. Moi je dis, il n'y a rien de changé. Voilà. Pour les SAS, je suis plutôt, j'emploierai pas ce terme, vous l'avez bien compris, on est en France, les jeunes en question, ils se sentent français, donc il faut trouver un autre terme. Et je crois qu'aujourd'hui, on a suffisamment d'associations qui travaillent sur l'alphabétisation, la musique, le sport, etc. Et c'est ces gens-là qu'il faut convaincre et qu'il faut amener à travailler ensemble, avec lesquels il faut travailler ensemble. Voilà. Donc moi, je reste sur ma position, après, on pourra en discuter. Voilà. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Yves Falzon, place d'armes, responsable du Gard, modestement. Je vous écoute. J'écoute depuis très longtemps les propositions de toutes parts. Alors, pour quelle raison nous aurions un petit tabou? Et je vais vous dire lequel, il est tout simple. Ça réglerait beaucoup de problèmes sur le plan social, sur le plan du chômage, etc. Pourquoi on ne ferait pas revenir l'armée obligatoire pour les garçons et les filles, puisque malgré tout, si vous regardez bien, il y a pas mal de gens qui sont au chômage, beaucoup de jeunes qui restent sur le placard
au placard parce qu'ils n'ont pas pu faire des études comme ils auraient voulu. Donc je veux bien, mais on sert un petit peu leur plat avec la drogue, avec les problèmes que l'on rencontre tous les jours, les agressions. Ces gens-là, il y a beaucoup de jeunes avec qui on peut parler, il y en a d'autres on ne pourra jamais, ça c'est un fait, parce que ces gens-là sont un peu poussés pour le refus de tout. Alors pourquoi pas, puisque le président Chirac, il avait eu, pour moi, une très mauvaise idée, dans le sens où je me rappelle, bon, moi j'ai 71 ans, mais quand même, les copains qui étaient avec moi à l'époque, il y avait des gens de toute nationalité. Bon, francisés parce que c'était obligatoire pour le service militaire, mais il y avait de jeunes maghrébins avec qui ça allait très très bien. Moi, mon adjudant-chef, c'était un maghrébin. Et à la limite, quand il nous disait garde à vous, ben, je mettais garde à vous. Mais ça n'en avait pas envie. Parce que dans la tête de certains, il ne fallait pas que ces gens-là puissent monter. On l'a bien vu, pas moi. Sur l'Algérie, on a vu un petit peu ces gens, notamment les harkis, on les a mis au reflux. Bon, mais j'en parlerai pas parce que c'est un sujet très, très, très précis, très, très embêtant. Mais ça nous rappellerait pas mal de choses, ça nous remettrait beaucoup de pendules à l'heure si on pouvait vraiment en discuter un jour. Alors pour ça, moi je suis pour refaire venir l'armée, c'est tout simple. 1 an d'armée, garçons et filles. Et s'il y a des personnes qui sont au chômage, désolé, mais sur le plan social, ça serait pas mal. Ça pourrait les aider. Ça leur permettrait un tremplin pour faire des études. Voilà, je vous donne des suis peut-être un peu long. Et je vous remercie. Mesdames, messieurs, bonsoir. Merci, monsieur Falcon. Je réponds. Je dois répondre. Alors, on ne reviendra pas sur le service national. On ne reviendra pas sur le service national. On a vendu toutes les casernes, il n'y a plus d'encadrement, il faudrait 25 ans pour y revenir. D'autre part, je vous rappellerai que lorsqu'il y avait encore des appelés, et j'en ai commandé, il y avait un appelé sur 2 qui ne rejoignait pas les rangs. C'est-à-dire qu'il y avait un appelé sur 2, et généralement c'était le haut de gamme, qui était pistonné, fils à papa, et il y avait tout un bureau au ministère de la Défense qui exemptait ces gens-là pour aller dans les armées. Nous, on avait des gens des banlieues, et dans les gens des banlieues que l'on avait, il n'y avait pas les doubles nationaux. Et à l'époque, il n'y avait pas les filles. Voilà. Aujourd'hui, une classe d'âge, c'est 800 000, et vous n'aurez jamais la possibilité, la capacité de remettre, de refaire un service national. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut chercher autre chose. Voilà. Est-ce qu'on peut poser des questions quand on est en liaison? La Constitution, une armée qui ne peut pas imaginer d'être engagée militairement n'a aucun sens. Or, la Constitution prévoit que les appelés ne peuvent être engagés pour la défense du territoire national. C'est la raison pour laquelle, comme l'Union soviétique s'était effondrée, Chirac a supprimé ça. Et donc, reconstruire une armée qui n'a aucune opportunité d'aller au combat un jour n'a aucun sens, quoi. Donc, c'est plus possible, ça. Peut-on poser des questions quand on est relié par Internet? Monsieur Ariel. Tout ce qui vient d'être exposé, je me suis intéressé au problème du service militaire. Comme officier. Oui. Dans des unités de combat. On a retiré de ces unités de combat 2 ans pour former des élèves officiers de réserve, des appelés, dont certains ont terminé commandant, lieutenant-colonel, colonel de réserve. Mes appelés étaient pilote de char à MX-10, pilote de char à MX-30, tireur Milan. J'ai tiré des missiles Milan pendant 10 ans de ma carrière. 0 raté, 100% de coups au but avec des appelés. Les appelés étaient tireurs d'élite, ils étaient mécaniciens auto, cuisiniers, ils faisaient tout, c'était les meilleurs soldats du monde quand ils étaient bien commandés. Le général de Richouf a raison, il y avait une injustice flagrante, c'est que les fils à papa, certains étaient ficelés à leur service militaire. Et on recevait souvent de la part de députés, c'est une honte, c'était une honte, des recommandations pour que les gens soient réformés à l'avance. C'était un service inégalitaire. Aujourd'hui, si on veut faire un service militaire ou national, on a effectivement le problème d'une classe d'âge aujourd'hui, c'est 800 000 jeunes, hommes et femmes. Si on enlève la partie
qui va être réformé parce qu'ils ne peuvent pas faire. Bon, on arrive quand même à 600 000 personnes à intégrer. Donc je suis d'accord, il faut un service national, c'est-à-dire proposer des fonctions de service social, de service dans les pompiers ou dans la police. La police a besoin aussi, ils ont besoin d'auxiliaires. À l'époque du service militaire, il y avait des auxiliaires de police. Voilà. Et puis, proposer à ceux qui aiment le sport, ceux qui aiment la discipline, ceux qui aiment un peu plus leur pays, d'aller rejoindre les troupes et les unités de combat, parce que les appelés, à l'époque où c'était beaucoup plus compliqué de tirer au missile, beaucoup plus compliqué de piloter un char qu'aujourd'hui, c'était plus compliqué d'autant. Eh bien, en un an, on arrivait à faire des vrais soldats. Je l'ai fait en Allemagne et j'avais en face de moi les Britanniques, très bons soldats, les Allemands, à l'époque, les Américains qui sortaient du Vietnam, très mauvais face à nos appelés avec des professionnels. Donc je voudrais juste vous apporter ce témoignage. Je pense que le retour à un service national, s'il faut 25 ans en général, bah, pourquoi pas se poser le problème, mais ça serait vraiment une solution pour récupérer et surtout assimiler ces jeunes qui aiment le sport, qui aiment être en équipe. Et puis quand on fait 7 km de cross tous les matins, on ne fume plus. Bravo, merci. Merci à vous. Ça marche là? On peut intervenir quand on est sur Internet ou pas? Apparemment, non. Apparemment, Oui. non. Hein. Merci de vos interventions. On va passer à un autre sujet parce que sinon, comme ça passionne à peu près tout le monde, on en a pour la soirée. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une personne en visio qui demande s'ils peuvent intervenir. Il y a une personne en visio. Voilà. Il pourrait intervenir peut-être tout à l'heure, mais. Oui, sur quel sujet? Monsieur Pouig, attendez, il faudrait au moins lui répondre qu'il peut intervenir tout à l'heure. Enfin, voilà. C'est le monsieur qui est au milieu, là? Ouais. C'était juste une question. C'était juste une question. C'est sur le sujet précédent? Oui. Oui, allez-y. Allez-y. Oui, je trouve qu'on a passé quelque chose sous silence, c'est-à-dire que ce sont les mineurs qui traînent dans les banlieues pour plusieurs raisons, parce que les maires sont souvent seuls, à tort ou à raison, vraies ou fausses, mais c'est souvent dans des grandes solitudes. Et ces gamins sont laissés à eux-mêmes. Est-ce qu'il ne faudrait pas rétablir des centres pour les rééduquer avec une formation à la fois d'anciens militaires pour leur apprendre les valeurs de la France, et une formation mathématiques, histoire, géographie, français, etc., l'éducation de base, pour justement les remettre au bout de 2 actes de délinquance, qu'on ait des jeunes qui soient remis dans le droit chemin, puisque les familles et les lieux ne sont pas capables. Voilà, merci. Oui, vous avez raison, et si vous avez l'occasion de lire mon ouvrage, vous aurez toutes les réponses, ou à peu près toutes les réponses, puisque c'est véritablement un cursus complet que je souhaite, sachant qu'on démarre sur 12 mois, 15 mois, bien évidemment, mais après, normalement, si le cursus est bien fait, eh bien les jeunes comme les moins jeunes ont un avenir pour le pays et dans le pays. Voilà. Voilà, c'est bien. Merci. Très bien. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Donc, pas sur ce sujet-là, on arrête là. Non, oui. sur le sujet que vous avez soulevé tout à l'heure, sur les décrets de souveraineté, les échecs de souveraineté. J'y arrive bien. Ah, d'accord. J'essaye. Voilà, donc on va s'arrêter sur ce sujet. Je pense que l'essentiel des idées, de toute façon, comme on vous l'a dit tout à l'heure, tout ça a été enregistré et on fera un compte-rendu que vous recevrez tous. Donc on va changer maintenant, on va parler de souveraineté. Donc je vous ai dit tout à l'heure comment force vive voyait la souveraineté. Nous avons parmi nous quelqu'un qui veut intervenir tout de suite sur ce sujet, donc je vais lui laisser la parole. Vous voulez bien venir? Voilà. Je vais le laisser se présenter. Voilà. Oui, bonsoir. Je m'appelle Bernard Claudel. Je suis avec vous. J'étais déjà venu une première fois. Je remercie d'ailleurs le général de Richoux. Je remercie le président de m'avoir réinvité. Je voudrais juste dire, si vous permettez, avant qu'on parle de souveraineté, quand même, juste une petite virgule sur le travail que fait le général de Richoux, que nous avons accueilli sur notre chaîne de télévision qui s'appelle tvadp.fr. Je suis un enfant des cités. J'ai entendu le caporal tout à l'heure qui disait qu'il avait vécu dans une cité. Moi, j'ai vécu dans une cité qui est réputée comme étant la plus pire de France. C'est la Bricarde à Marseille, quartier nord.
où la police, bien sûr, ne rentre pas, ni la gendarmerie. Donc je connais la vie des cités, je suis l'aîné d'une famille de 10 enfants, j'ai connu le drame des cités, le 15 du mois, on n'a plus rien à manger, on va faire les poubelles pour se remplir l'assiette ou avoir 1 kilo de patates à midi quand on est 12 personnes à table. Donc je remercie franchement, profondément, du fond du cœur, l'action qui est menée par ce général, parce que malheureusement, quand on voit les candidats qui prétendent devenir nos représentants, il n'y en a aucun qui parle de cela. Donc je vous remercie. Et je voudrais aussi vous remercier à tous, parce que je suis vraiment surpris. Je ne suis pas là ce soir dans une soirée des cités, je suis avec des gens de bonne aloi, qui avaient a priori tous une bonne situation, et que je pense que Force Vive, moi je suis un des représentants, un des coprésidents de l'Alliance du Peuple, et j'estime que toutes les valeurs que vous défendez au sein de Force Vive sont absolument des valeurs magnifiques. Et en fait, nous, notre première valeur dans l'Alliance du Peuple, c'est l'humanisme. Et je trouve que face à moi aujourd'hui, autour de ces tables, j'ai des humains et je vous remercie pour cela. Parce que le fait que vous puissiez vous occuper des enfants des cités, moi, je me pose des questions. C'est absolument miraculeux de voir des gens comme vous pouvoir en parler. Donc, je vous félicite et je vous remercie de le faire. Voilà. Concernant la souveraineté, ben écoutez, nous, bien sûr, que l'Alliance du Peuple, c'est défendre cette souveraineté parce qu'on en a besoin, parce que notre pays est malmené. Donc, il y a aussi, dans le cadre de cette souveraineté, je sais qu'il y a des gens de Place d'Armes. Moi, j'ai rencontré des gens de Place d'Armes et je sais que ils font un petit peu de politique, certains. Donc, je ne vais pas venir sur ce débat-là parce que moi, dans l'Alliance du Peuple, on a pris la décision de ne parler à aucun politique, puisqu'on est une organisation qui défendons une organisation citoyenne au niveau national. Donc notre objectif, on est dans 10 régions sur 13 aujourd'hui, c'est de défendre une citoyenneté. On n'est pas obligé aujourd'hui pour défendre notre pays de faire de la politique. Quand on n'a pas sur notre front écrit gauche ou droite. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de développer un mouvement citoyen dans toute la France. On a aussi l'Italie, on a l'Espagne, on a le Portugal, on a la Belgique, on a la Suisse qui nous ont rejoints. En 2 week-ends, on a fait 160 000 adhérents en Italie. Donc on a cette télévision qui va nous aider. Et moi, franchement, mon objectif serait, c'est pour ça que je suis là, si Monsieur le Président était d'accord, ce serait que vous portez très très bien ce que vous faites. Nous, on serait, moi personnellement, étant le créateur de la chaîne de télévision tvadp.fr, on a demandé d'ailleurs au général de revenir. Ce serait, pourquoi pas, de travailler avec vous, parce que les valeurs que vous portez, franchement, sont magnifiques. Il faut le faire savoir, il faut le faire connaître en France. J'ai entendu que vous étiez 200. Non, il ne faut pas être 200, il faut être 20 millions à porter Force Vive. Et donc, si on peut vous aider dans le cadre de l'Alliance du Peuple, eh bien, écoutez, on sera vraiment ravis. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup de ces bons mots. Comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire lors de nos précédentes rencontres dans le Var, Force Vive est prête à collaborer avec vous. Voilà. Vous vouliez intervenir, monsieur, là, sur la souveraineté? Oui, mais je ne sais pas si c'est une intervention telle comme on l'avait proposé ou si c'est sous forme de question. C'est comme vous voulez, mais vous faites quoi? Je vais avant donner la parole à Daniel Fabre. Non, je suis le cours d'attention. D'accord, non, mais il faut effectivement, si avant de poser une question ou avant de répondre, ce serait bien de vous représenter pour que tout le monde vous connaisse mieux. Merci. Voilà, donc je repasse la parole à Monsieur Yengo. Donc il va. Monsieur Yengo, délégué régional de notre France. Donc je reviens sur ce que vous avez dit en montant. Je vais le faire. On recommence. Donc Thierry Yengo, délégué régional pour notre France, dont le président d'honneur est Henri Guénon. Donc pour revenir à ce que vous avez soulevé en entame tout à l'heure, quand vous avez pris la parole, notamment sur les échelles de souveraineté, il y a quelque chose que je n'arrive pas à capter. Parce qu'à partir du moment où on est tenu par des traités, je ne sais pas comment on peut retrouver une certaine souveraineté. Sachant que ces traités, et l'un d'entre eux le plus important par rapport à Maastricht, l'Union européenne, on ne va pas faire
étalage sur l'Union européenne. Mais quand même, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'identité nationale. Il est inscrit dedans qu'on est citoyen européen. Donc on est citoyen français, mais aussi citoyen européen. Donc quelque part, c'est une universel qui est représenté pour aller vers un principe internationaliste. Bon. Et de l'autre côté, moi je pense qu'on peut fonctionner autrement. On n'a pas besoin, on peut garder notre souveraineté. Et n'oubliez pas, le général de Gaulle, ce qu'il voulait, c'était une Europe de la coopération, une Europe des nations. Il ne voulait pas une Europe fédérale. Et là, on nous amène tout droit vers une Europe fédérale. Et c'est le général tout à l'heure qui a parlé de mondialisme aussi. Et on rentre en plein dedans. Bon, comment voulez-vous après être chef ou général chez vous? C'est pas possible. Et on peut très bien travailler simplement dans le cadre contractuel. Je vois pas pourquoi on a besoin de rentrer dans un principe d'orientation et d'absorption par rapport à des traités, alors qu'on peut le faire autrement. Voilà. C'était ce que je voulais soulever. Mais bon, j'avais préparé une intervention, mais je ne vais pas la lire. C'est trop long. Je vais essayer de vous répondre. Dans ce que j'ai dit tout à l'heure, je n'ai peut-être pas assez souligné, excusez-moi, mais il y a vraiment la volonté de renverser la table. Quand on dit qu'on veut reprendre la souveraineté de notre droit, d'accord, ça englobe ce que vous dites. Hein, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura renversé ça, on sera beaucoup plus maître chez nous. C'est pour ça et il y a des tas de domaines comme ça, il y a des traités qu'on peut renverser. Si vous voulez, l'analyse qu'on fait, c'est que l'Europe sans la France n'existe plus. On a une position de force quand même. Maintenant qu'il n'y a plus les Anglais, il y a les Allemands et nous. Et si la France décidait ou faisait semblant de décider de ne pas rester, ça serait l'effondrement total. Donc on a une capacité d'imposer nos vues, à condition d'avoir un leader qui soit compétent pour ça, dans un certain nombre de domaines. Vous voyez, donc je pense que c'est par ce bout-là qu'on peut prendre le risque d'affaire. Bien, je voudrais repasser la parole cette fois à l'appel du peuple, à M. Saforcada, s'il veut bien, avant de la donner à M. André Thieblemont, colonel André Thieblemont, responsable de Forces Vives. Merci beaucoup. Petite rectification, c'est l'appel au peuple, pas l'appel du peuple. Non, c'est pareil, ne vous inquiétez pas. C'est juste voilà. On va pas chipoter. J'oublie. On va pas chipoter. Voilà. Donc, parler souveraineté, c'est quelque chose d'important, d'autant plus que l'actualité d'aujourd'hui nous rattrape de plein fouet et vient braquer la lumière justement sur la souveraineté. Mais avant de parler souveraineté, parce qu'on va avoir la souveraineté avec un grand S, nous, à l'appel au peuple, nous partons du principe qu'il existe 4 souverainetés, qui sont plus ou moins défendues en fonction des candidats ou des couleurs politiques. Donc, il y a ce qu'on va appeler la souveraineté nationale ou l'indépendance nationale, c'est celle qui va nous préoccuper aujourd'hui avec ce qui se passe notamment en Ukraine, donc la souveraineté nationale. On va aussi trouver la souveraineté populaire, d'où l'appel au peuple, d'accord, souveraineté populaire, et qui elle aussi, vous verrez, elles sont toutes interconnectées. Donc la souveraineté populaire, alors vous l'avez abordé aussi lorsque vous avez dit qu'on aurait, si j'ai bien noté, 3 strates de souveraineté. Hein. C'est la souveraineté exclusive, la souveraineté partagée, puis la souveraineté libre. La souveraineté libre, il faut voir ce qu'on met dedans parce que le reste, le reste, ça fait du pudding, quoi, au bout d'un moment, hein, ou un achat parmentier. Donc, il y a des passerelles. Non, je plaisante. À Toulouse, on est très porté sur les mots. Non. Donc, 2 autres souverainetés, une qui est la souveraineté économique, d'accord, donc dans laquelle justement on peut retrouver la souveraineté partagée, la souveraineté libre et la souveraineté exclusive, bien entendu. Et ensuite, il y a une 4e souveraineté, que moi je vais appeler la souveraineté culturelle, et que certains candidats appellent la souveraineté identitaire. Et moi, la souveraineté identitaire, moi ça me pose un peu plus de problème, parce que ça veut dire qu'on voudrait exclure justement peut-être ces jeunes de banlieue dont on parlait à un moment donné. Donc voilà, mais pour moi, la vraie souveraineté, c'est celui ou celle, ou le mouvement qui va être capable de regrouper les 4 que je viens de vous nommer. Souveraineté nationale, souveraineté populaire, souveraineté économique, souveraineté culturelle. Là, aujourd'hui, vous avez des candidats qui défendent une souveraineté culturelle, mais la souveraineté populaire, c'est pas trop leur... Ils s'en fichent un peu. Vous en avez d'autres qui vont être fans de la souveraineté économique, mais bon, au sein d'une Union européenne qui nous bouffe de l'intérieur. Donc, alors que la souveraineté, ça doit être ce tout. Donc, on va parler de celle qui nous intéresse aujourd'hui, et vous l'avez évoqué en parlant de l'Europe, c'est la souveraineté nationale. La
souveraineté nationale, comme on l'a vu aujourd'hui, le but, c'est pas d'être pro-Biden ou anti-Biden, c'est pas ça. Hein. Chacun là-dessus aura son opinion et je pense que il est bien de la garder pour soi ce sujet, parce que sinon on va pas finir la soirée, ça risque de durer très longtemps. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que le président de la République française s'est rendu à Moscou rencontrer le président Poutine, mais en tant que président de l'Europe. Donc déjà, ça pose problème. Le président Poutine, face à lui, s'est retrouvé avec un président, mais qui ne représente rien du tout. Il se serait retrouvé face au président de la République française, ça aurait pu être différent. Là, en face d'un président de l'Europe, ça ne représente absolument rien. Que représente l'Union européenne, je vais parler plutôt de l'Union européenne, parce que l'Europe, c'est différent. Donc cette souveraineté nationale, il faut la retrouver, il faut la défendre. Et pour la défendre, il faut déjà rappeler deux choses évidentes. C'est la première, c'est que la France, et uniquement la France au sein de l'Union européenne, possède la dissuasion. Et lorsque vous possédez la dissuasion, vous pouvez être petit de taille, vous avez quand même de gros muscles. Et donc généralement, on vous écoute. La deuxième, c'est que nous sommes un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Là, c'est pareil, c'est pas n'importe quoi. C'est pas l'Union européenne qui est membre, c'est la France. Et ça, il faut le retrouver, et ça fait partie de cette souveraineté nationale qu'il faut retrouver. Mais pour la retrouver, on est obligé d'en venir à la souveraineté populaire. Et le seul moyen de retrouver cette souveraineté, qu'elle soit entière ou partagée, ça passe par le peuple, ça passe par le référendum. Maastricht, je m'en rappelle, j'étais jeune militaire, j'avais déjà 92, j'avais 2 ans et quelques de service. C'est la première fois de ma vie où j'ai participé à un vote. Et c'est la seule fois de ma carrière militaire où j'ai participé à un vote. C'est le référendum sur Maastricht. Ça ne vous surprendra pas, j'avais voté non. Bon. Lisbonne. Et ensuite, on passe au traité européen. Et là, le peuple français, à plus de 55%, dit non. Le président Sarkozy, bien entendu, égal à lui-même, n'a pas osé se présenter au peuple et nous a fourgué Lisbonne. Ça s'appelle une enculette. On peut l'appeler comme ça ou on peut l'appeler différemment. Bref, chacun. Ne lançons pas le débat. Mais là, voilà, là on sortirait du débat et c'est pas le bon truc. Donc voilà, par contre, voilà, défendre la souveraineté nationale, c'est aussi oser défendre la souveraineté populaire parce que c'est de là que tout découle. C'est au peuple français qui avait dit non donc, à la Constitution européenne de redire quel avenir il veut pour la France au sein de l'Europe. Est-ce qu'il est pour une sortif? Excusez-moi, moi je parle de sortif, je ne parle pas de Frexit. J'aime pas les anglicismes, donc sortif pour sortir de la France. Désolé, hein, on est français jusqu'au bout où on n'est pas. Donc soit la sortie de la France de l'Union européenne, soit rester dans l'Union européenne et là, comme le veulent certains candidats, être capable de peser. Mais peser, comme on l'a vu, c'est très compliqué. Mais en tout cas, c'est le peuple. Donc vous voyez, de souveraineté nationale, souveraineté populaire, les deux sont liés. Et de ces deux-là, ensuite, découlera le reste. Souveraineté économique. Airbus, effectivement, est-ce qu'on est capable de faire des Airbus? Mais l'Airbus des fonds marins, par exemple, moi je rêve de ça, d'être capable de... On y travaille. C'était avec plaisir. Mais... Pas moi, hein. Non, même si ça avait été... Mais ce que je veux dire, voilà. Mais Airbus, n'oublions pas une chose. Airbus, ce sont des États qui ont décidé de travailler entre eux, oui. On ne les a pas forcés. Absolument, c'est la souveraineté partagée. Souveraineté partagée. Donc voilà. Contractuel. On ne va pas aller plus loin dans toutes ces explications, mais voilà, donc pour moi, la vraie souveraineté, c'est celle qui est capable de rassembler les quatre dont je vous ai parlé. Donc, la nationale, la populaire, l'économique et la culturelle. Vouloir en défendre une sans défendre les autres, ça n'a aucune utilité. Et on le voit encore aujourd'hui, je vous dis, hein, si on n'est pas souverain, on ne pèsera pas sur le conflit ukrainien ou on pèsera nulle part. Très bien, monsieur. Merci à vous. Je vais votre intervention. Je vais juste répondre. Il y a des nouvelles. Non, c'est des anciennes qui passent. Voilà. Donc, je vais juste répondre sur un point que vous avez soulevé, qui est en train de changer. C'est un point stratégiquement très important. C'est pour ça que je reprends la parole. Donc, c'est pas mon tour. Vous avez dit, on nous respecte parce qu'on a l'arme nucléaire et qu'on fait partie du club et patin et machin. Bon, c'était vrai. Mais Vladimir est en train de changer tout ça. Alors, je voudrais faire un point sur un système d'armement qui est en train de se développer à très grande vitesse et qui change complètement la donne. C'est pour ça que je vous en dis un mot. Ça s'appelle les armes hypersoniques. Les Russes sont très en avance sur tout le monde dans ce domaine. Hypersonique, ça veut dire beaucoup plus vite que la vitesse du son. Alors je vous donne quelques chiffres, pas beaucoup. Nos armes nucléaires actuellement, quand elles arrivent sur une cible, celles qui sont tirées par les sous-marins, elles arrivent à Mach 5 à peu près. D'accord, 5 fois la vitesse du son. Les Russes, là, actuellement, viennent de valider des armes, ils les ont a priori pas encore utilisées en Ukraine, qui arrivent sur leur cible
avec une trajectoire variable à Mach 27. 27 fois la vitesse du son. Retenez bien ce chiffre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le système en mesure de les arrêter. Alors c'est une rupture complète qui est en train de se faire dans la stratégie. Pourquoi? Parce qu'avant ça, quand on tirait une arme nucléaire, le satellite américain qui surveillait le reste du monde, là, voyait tirer cette arme et n'avait pas de doute sur le fait que c'était une arme nucléaire parce que ce sont les seuls qui partaient dans la stratosphère avant de redescendre, etc. Et donc, ces armes hypersoniques sont des armes qui peuvent être à tête nucléaire ou à tête non nucléaire. Et donc, le jugement, ce jugement qui doit être fait très rapidement et qui décide de l'utilisation ou non de l'arme nucléaire de riposte, perd sa valeur, puisqu'on ne sait pas ce qu'on tire. Donc ça, c'est la première rupture, donc c'est très important. La seconde, c'est que ces armes sont des armes qui peuvent être utilisées sur le champ de bataille, en particulier sur le champ de bataille en mer. C'est un marin qui vous parle. Et donc, les Chinois, vous le savez, actuellement, sont face aux Américains. Les Chinois voulant piquer la mer de Chine, je la fais courte, hein, et les Américains voulaient en empêcher. Sauf qu'avec ces armes hypersoniques, que les Chinois ont presque au même niveau que les Russes, ils ne sont pas à Mach 27, mais ils sont à Mach 20, enfin, ils arrivent, peuvent détruire 4 porte-avions américains sans arriver au seuil de déclenchement de l'arme nucléaire, et donc annihiler d'un seul coup la puissance navale américaine, qui est actuellement la numéro 1 mondiale et qui est la maîtresse des océans. Donc avec ces deux points-là, l'arrivée de ces armes-là actuellement, si vous lisez les journaux, maintenant que je vous ai dit ça, vous verrez que tous les jours on en parle, hein, c'est très important et ça va changer le dialogue stratégique mondial. Voilà, je m'arrête. Merci de toutes ces précisions, Monsieur le Président de Force Vive. Je laisse la... Encore, vous voyez, 3 erreurs, l'appel au peuple, hein, et oublier donc nos chers amis de Place d'Armes. Voilà, donc je vais laisser Monsieur Jean-Pierre Bernadac. J'ai oublié encore quelque chose, c'est le phare Bernadac. Voilà, Jean-Pierre, voilà. Les phares, c'est comme Danone, on se lève pour le non-phare. Alors, moi je ne vais pas vous parler, j'ai pas de micro parce que j'ai une grande gueule, vous allez tous m'entendre. Je vais vous parler évidemment d'abord de comment par Place d'Armes et pourquoi Place d'Armes. Je veux d'abord remercier Force Vive pour son invitation et Emmanuel notamment, pour avoir vu qu'on m'avait oublié, pour avoir cité mon nom. Mais je voudrais vous faire remarquer quelque chose, parce que je viens de le voir et c'est assez extraordinaire. Il faut que je le retrouve. Voilà. Voilà le titre du point. Intéressant. Guerre Ukraine, Russie. L'armée française est prête. Attendez. Moi, je suis un peu tard. Pas compris. Alors, c'est le point, hein, je vous jure, hein, vous pouvez regarder. Alors, j'ai essayé de comprendre, alors j'ai cliqué. Elle est prête à aller en Roumanie. Non mais, attendez. Bien, ouais, je vais vous dire, la souveraineté, elle est là-dedans. Elle est là-dedans. C'est-à-dire qu'à un moment où on a un homme qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas, qui est capable de dire à un moment donné, on y va, nous, on dit, et les mecs, retenez-nous parce que sinon on va faire malheur. Faites attention. Voilà, c'était pour vous faire rire, mais je crois que c'est très important. Alors, je dirais que la souveraineté, après je vais vous expliquer ce que nous sommes et ce que nous souveraineté, c'est un peu comme un corps humain. Il y a la tête, parce qu'on ne peut pas être souverain sans avoir une doctrine, une structure, je ne vais pas dire une idéologie, je laisse ça aux marxistes, mais une structure. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut la renouveler, cette structure. Il y a beaucoup d'intellectuels chez nous, ça je m'en réjouis. On voit très bien que tout ce qui est identitaire, tout ce qui est souverainiste, tout ce qui est patriote, que nous on prend le terme patriote, on voit bien qu'aujourd'hui il y a des réflexions, et c'est normal parce que les autres de l'autre côté ils ne pensent pas. Alors, ils n'ont pas besoin de penser. Pourquoi ils n'ont pas besoin de penser? Vous savez pourquoi? Très simple. Tout ce qui n'est pas eux, c'est fasciste, extrême droite. Pas à penser, c'est pas la peine. Il suffit juste d'avoir ça. Donc ça, c'est le premier point, c'est la tête. Après, il faut le cœur. Parce que je crois que la notion de souveraineté, c'est aussi le cœur. C'est ce qu'on a au fond de soi.
c'est l'esprit. C'est le cœur et l'esprit. Et puis je suis désolé, mesdames. Bon, vous m'entendez pas, hein? Bon, je suis désolé, mesdames. Je vais être vulgaire. Mais il faut une paire de couilles. C'est ça, c'est ça. Et ça, je vais vous dire, aujourd'hui, on en manque énormément. Voilà. Ça, c'est sûr. Donc, et même, je dirais, il faut des pieds, parce que de temps en temps, un bon coup de pied dans le derrière, pour certains, ça leur fait du bien, au niveau de la société. J'ai essayé de plaisanter, mais je pense que c'est important de comprendre tout ça. Parce que c'est vrai que c'est le b.a.-ba, et puis c'est un peu trivial ce que je vous dis. Mais je crois que derrière, il y a des choses qui sont quand même importantes. Alors, je vais vous parler de Place d'Armes. Et ça s'arrête. Je vais vous parler de Place d'Armes. Alors, Place d'Armes, c'est une erreur de la nature. Que moi, je ne devrais pas être là aujourd'hui. Ou alors c'est un phénomène mystérieux, mais en même temps qui demain peut prendre une place considérable. En fin de compte, je l'ai expliqué déjà plusieurs fois, Place d'Armes, c'est la chance que nous avons eue, que j'ai eue, à partir du moment où il y a eu ce livre que j'ai fait. J'ai voulu le résumer en une feuille, un feuillet, et ce feuillet, en fin de compte, c'est devenu la lettre au gouvernement, qui est devenue la lettre des généraux. Merci Emmanuel, grâce à toi. Vous êtes maintenant, il n'y a que les généraux qui comptent. Moi qui étais content parce qu'il y avait, je crois qu'il y avait 4000 hommes du rang qui avaient signé la lettre. Eh bien, ils n'existent plus. C'est les 61 généraux qui ont pris la relève. J'en suis très content, je le dis, mais je sais, j'en suis très content. Donc, Place d'Armes, en fin de compte, c'est cette lettre. On l'a mis sur un site. Et puis, je l'ai adressé aux militaires parce que la patrie, je crois que le caporal, tout à l'heure, en a parlé. Voilà, il est là. Et on a parlé, d'ailleurs, j'ai beaucoup de points communs avec vous. C'est vrai que les SAS, j'y réfléchis autant que vous. Donc, et puis je suis de Toulouse, en plus. Bon, vous voyez, hein. Bon, donc, j'ai pensé que l'armée était à même de mieux comprendre cette lettre. Donc, pour avoir la population, il fallait passer par l'armée. Je pense que ça, c'est une bonne chose quand on sait que le dernier sondage donne 98% des gens qui pensent que l'armée est une institution fondamentale, nécessaire, essentielle. Et ça, c'est bien. Alors, on a lancé ça, et moi, j'ai dit, je vais récolter 50 signatures. Et une lettre. J'ai réfléchi 15 jours pour la lettre, hein, parce que, quand même, heureusement d'ailleurs, j'ai pesé tous les termes. Mais je me suis dit, bon, vogue la galère, il va y avoir 50 signatures. Et puis, on a eu de la chance. Alors, je dis là aussi, souvent, la lettre des généraux, c'est entre Cap Canaveral et la Sainte Vierge. Je vais vous expliquer. Cap Canaveral, parce qu'il y a eu comme ça des étages. Alors, le premier, je suis passé sur Sud Radio. Bercoff est devenu pratiquement un ami parce que je le vois souvent. Je vais encore le voir dimanche, jeudi d'ailleurs, je vous le dis, je passe jeudi pour le voir. Bercoff, Londres, m'a invité. Quand il a su qu'il y avait la lettre en plus du livre, il voulait m'inviter pour le livre, pour la lettre. Il m'a demandé de venir à Paris. Donc j'ai pu monter à Paris et le voir. Premier temps de la manœuvre. Le deuxième, Valeurs Actuelles. Valeurs Actuelles a repris un article, paraît-il, le 21 mars. C'est pas ma faute, là, le 21 mars. C'était putsch. Il paraît, on ne savait même plus. Je me souvenais plus que c'était putsch, mais après j'ai su que le 21 mars, maintenant je le sais, grâce à Valeurs Actuelles, que le putsch était le 21 mars. Donc, évidemment, nous sommes devenus des putschistes. À ce moment-là, hop, encore un étage. Il y a Marine Le Pen qui vient et qui dit amenez-vous à moi, venez me retrouver, vous êtes des gens sympathiques. Je lui ai dit que, bon, elle avait tout à fait raison de le dire, mais que aller vers elle, non, ce n'était pas le but de Place d'Armes. Place d'Armes a une structure, alors je réponds à monsieur, non pas politique, ça serait ridicule de ma part, mais une structure qui n'est pas électoraliste. Et le bureau politique n'est absolument pas, et on ne veut pas l'être. Et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Donc, tout ça a fait monter, et puis alors là, il y a eu
la vedette américaine. Mélenchon. Là, il a été génial. Il nous a foutu le procureur de la République sur le dos. Il nous a traité de tous les noms, de factieux, de trucs. Bon, on a eu les droits. Et chaque fois, le chiffre montait. Parce que chaque fois, on parlait de nous. Donc, le chiffre de gens qui signaient cette lettre montait. Ensuite, on a eu 4 jours de silence. Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est peut-être fini, tout ça. Mais que disent nos amis gouvernants, justement, puisqu'elle était au gouvernement? Et là, après 4 jours, voilà, après 4 jours, on a eu droit au ministre. Alors, grandiose. Il ne porte pas les charentaises, mais il aurait pu. Hein. Bon, là, ça a été génial. C'était sublime. C'était sublime. Je vois encore leur trogne, d'ailleurs, je ne sais plus comment elle s'appelle, leur trogneux. Non, c'est pas celle-là. Non, mais c'était panachier. C'était extraordinaire. Le ministre Praline. Extraordinaire. Ces gens, on sent que ces gens sont des gens qui connaissent leur métier. On sent que la ministre de la Défense, c'est quelqu'un qui sait ce que c'est qu'un sac à dos. Oui. On le voit. Que le sac à dos. D'ailleurs, quand je suis passé à CNews, je leur ai dit, écoutez, pour les Charentaises, ok, mais nous, on a eu les Rangers. Hein, c'est pas tout à fait la même chose, on a fait des têtes avec les Rangers. On a marché, on a sauté, on a même plongé avec les Rangers. Vous, évidemment, vous, la seule chose que vous connaissez, c'est pantoufler. Alors, ça, ils pantouflent. Nous, on a peut-être le droit maintenant de pantoufler, et les généraux ont le droit d'avoir leur Charentaise. D'ailleurs, pourquoi tu ne lances pas une marche de Charentaise? Parce que franchement, tu aurais des succès. Tu mets derrière Charentaise générale, ça part comme des... J'en suis sûr. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, ce qui a été intéressant, c'est que nous avons réussi à avoir 27 000 anciens militaires, j'allais dire militaires, oh là là, 27 000 anciens militaires, 61 généraux, donc vous avez un des représentants ici, et nous avons eu à peu près 80 000 civils. Ce qui fait que comme nous avons, après Place d'Armes, créé les Amis de Place d'Armes, entre Place d'Armes et les Amis de Place d'Armes, nous avons eu 100 000 personnes. Vous voyez, c'est quelque chose de considérable. Qu'est-ce qu'on allait faire? Vous avez insulté, vous avez injurié, donc à partir de là, on a dit il faut qu'on crée une association. On a créé une association. Le mot était tout trouvé, c'était Place d'Armes. Hein, on a repris la notion de Place d'Armes. Et puis, cette association, on a décidé qu'il fallait faire des choses. Parce qu'une association, pas grand-chose. Ils sont là-bas au fond, là, mais ils me reprochent assez de ne pas en faire assez. Alors, il fallait faire des choses. Donc, c'est vrai. La chose essentielle que je voulais vous dire, c'est ceci. Nous allons faire une manifestation le 26 mars. Vous êtes conviés à cette manifestation tous le 26 mars. Elle aura lieu à Paris. On n'a pas assez d'effectifs pour les faire dans chaque ville de France. Mais cette marche, elle est faite pour 4 raisons. Ça s'appellera la marche de la fierté française. Un petit topo d'humour par rapport à la Gay Pride, vous voyez, la fierté française, là, les autres c'est la fierté LGBT, bon, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Et il y a 4 choses. La première chose que je voulais mettre en avant, c'est la notion de liberté. C'est évident qu'on n'est pas apparu énormément, on me le reproche d'ailleurs sur le problème du Covid et ensuite des flux passes. Pourtant, je suis évidemment contre le pass sanitaire. Mais chez nous, il y a des gens qui sont vaccinés, il y en a d'autres qui ne sont pas vaccinés. Et donc, je ne veux pas faire de bisbille. Moi, je suis vacciné, je le dis, je suis vacciné. Parce que si je veux aller, comme je vais souvent au restaurant ou voir des gens ou autre, c'était très compliqué. Bon, donc, il y avait qui étaient vaccinés ou pas. Donc, ça, ce n'est pas le problème. Mais il y a une chose fondamentale, c'est la liberté. On n'a pas deux sortes de citoyens français. On n'a pas ceux qui peuvent aller quelque part et ceux qui ne peuvent pas aller quelque part. Citoyen français, c'est quelque chose, c'est une unicité et c'est essentiel. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il fallait reprendre la notion de délitement. Est-ce que c'est le délitement un an après, parce que ça fait pratiquement un an, la lettre est sortie le 14 avril, si je me souviens bien. Vous voyez, on n'est pas très loin. Ce délitement, depuis, il a régressé.
Pas du tout. Pas du tout. Il est aussi fort. Et ce délitement, il a trois fonctions. D'abord, c'est le problème, évidemment, de la sécurité, qui est toujours présent et qui est encore plus présent qu'avant. Le deuxième problème qui va avec l'immigration, évidemment. Le deuxième problème, c'est l'islamisme, qui petit à petit nous grignote. Parce que eux, un peu comme Poutine, eux, ils ont du courage. Eux, ils y vont. Eux, ils vont devant. Et le dernier point, alors c'est peut-être le plus grave, c'est la cancel culture et le wokisme. Ces gens veulent déconstruire notre pays. Ils veulent que notre pays n'existe plus. Ils veulent que ce pays ne soit plus que décombre. Eh bien, si eux, ils veulent le déconstruire, nous avons décidé de le reconstruire. Alors pour ça, par exemple, eh bien, les faits d'armes, les héros que nous avons pu avoir dans toute notre histoire sont considérables. Il faut redonner cette vie. Et là, l'école est importante en effet, il faut redonner cette vie. Il faut qu'on puisse aller dans les écoles leur expliquer ça. Parce que moi, je crois, alors je peux me tromper, mais je crois encore que si les gens n'ont plus d'idéal, c'est parce qu'on leur fournit plus d'idéal. Et que cet idéal, on peut le retrouver. Mais pour ça, il faut, je reviens à mon exemple de corps, il faut des tripes, il faut des couilles, il faut un mec qui, à un moment donné, a envie de leur montrer. Si vous montrez vous-même que vous y croyez, alors les autres vont y croire. Mais si vous ne montrez pas que vous y croyez, alors les autres n'auront pas ça. Et ça, c'est important. Donc, la notion de délitement. La troisième, c'est la notion d'histoire. La notion d'histoire parce que il se trouve que le 26 mars, c'est une date, et que nous ne voulions surtout pas faire notre manifestation le 19 mars. Parce que d'habitude, dans tous les pays du monde, on ne fête pas les défaites. Le 19 mars, c'est une défaite, et pire qu'une défaite. C'est un reniement, puisque le 19 mars, il y a eu des accords, vous le savez, c'était les accords d'Évian, et que ces accords d'Évian n'ont jamais été respectés par le FLN, c'est-à-dire celui qui a pris le pouvoir en Algérie. Jamais. Donc, aller défiler ce jour-là, c'est aberrant. Surtout qu'en plus, quand on sait qu'il y a eu des milliers, des dizaines de milliers d'Européens, de Harkis qui sont morts, ça, c'est innommable. C'est innommable. Donc, on ne l'a pas fait le 19. Et je peux vous dire qu'on va communiquer le 19 pour dire tout le mal qu'on pense de ça. Mais on a décidé de le faire le 26. Alors, il se trouve que le 26, c'est aussi la rue d'Isly. Alors, comme déjà, on a eu évidemment le 21 avril, avec le putsch, on va nous ressortir. Évidemment, on va nous ressortir la rue d'Isly. Ça, c'est ça. Et le dernier point, alors le dernier point, c'est un nouveau point que je veux. Je ne sais pas si Emmanuel sera d'accord, mais moi, je trouve que c'est important. Nous avons perdu, l'armée française a perdu, engagé et appelé, depuis 1945, pratiquement 70 000 hommes. Elle a perdu en 1940 100 000 hommes. Vous voyez qu'on n'est pas très loin. Elle a perdu 70 000 hommes entre l'Indochine, l'Algérie, l'Afghanistan, la Corée, l'Afghanistan, et maintenant, vous le savez, le Sahel, où on s'est conduit comme d'habitude, c'est-à-dire comme des matamores, retenez-moi, je fais un malheur, et puis aujourd'hui, on dégage. Tout ça, 70 000 morts, pourquoi? Est-ce que ces gens sont véritablement morts pour la France? Eux, ils le pensent, et ils ont raison, et ils sont fiers, je suis fier d'eux qu'ils le pensent. Mais je dois dire que les politiques derrière, ce sont les 180 degrés constamment, hein, les atermoiements constamment, c'est ceux-là qui ont provoqué ça. Eh bien ça, moi je le dirais à la tribune le 26, ça, on n'en veut plus. Prenez vos responsabilités, ne foutez pas l'armée dans une situation merdique dans laquelle vous les mettez, parce que derrière, c'est la mort d'un individu. Et la mort d'un individu, c'est le pire des choses qui arrivent, même si on est prêts, nous, à mettre notre vie en jeu et à la donner pour notre patrie. Mais on n'a pas pour ça à faire n'importe quoi. Très souvent, on a fait n'importe quoi. Donc, vous voyez, c'est ces 4 raisons essentielles pour moi qui font que le 26, on sera là et que, à part si on nous l'interdit, hein, pour l'instant, non, mais bon, avec ce qui se passe, on ne sait jamais. Mais sinon, le 26, on sera là. Et dans cette manifestation, il y aura 2 structures. Il y aura une structure d'anciens militaires. Et je peux vous dire quand même, et ça va faire du bruit, c'est que c'est
la première fois depuis la libération qu'il y aura des militaires dans la rue, enfin des anciens, hein, pardon, pas des militaires, des anciens militaires dans la rue, depuis la libération, qui n'iront pas simplement au monument aux morts. Ça, c'est important. Et derrière, il y aura les civils, parce que nous voyons bien que nous sommes une avant-garde qui a pour but une protection des civils. Un militaire, il est là pour protéger son pays, donc il est là pour protéger ses citoyens. Et ça, ça me paraît important. Voilà, donc je voulais terminer là-dessus, puis je ne veux pas vous retenir plus, parce que je sais que vous avez faim, mais je crois que c'est important de se dire soif. Alors moi donc, je vais pouvoir terminer après. Mais je crois que c'est important de comprendre ça. C'est que Place d'Armes, c'est quoi? C'est un pont. C'est un pont entre une rive où il y a 98% de la population, c'est-à-dire les civils, et de l'autre côté, il y a l'armée d'active. Et pour que cette armée d'active puisse communiquer avec les civils, eh bien, il y a cette espèce de pont des Places d'Armes. Parce que je vous dis une chose, c'est que si demain nous faisons cette manifestation, dans les popotes, dans les messes, dans les bivouacs, dans les chambrées, je peux vous dire qu'on en parlera. Ça, c'est certain. Vous avez vu que derrière notre lettre, il y a eu la lettre faite par les gens d'Active, dire de la même chose. Là, je peux vous dire que dans l'Active, ça parlera. Et si ça parlera, ça foutra la trouille aux politiques. Et ça, c'est une bonne chose, parce qu'au moins, ils ne feront plus n'importe quoi comme ils ont l'habitude de le faire. Voilà, je vous remercie. Bon appétit à tous. Non, il n'y en avait pas besoin. Je cède tout de suite la parole à M. André Tillemont. Bon, Voilà. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs. Parle dans le micro. Je suis André Tillemont, colonel en retraite. Et si vous voulez en savoir plus, vous allez sur Google. Comme ça me fera gagner quelques minutes. Si vous voulez savoir mon parcours, de toute façon, vous voyez ici, il y a des amis qui m'ont fréquenté, y compris politiquement. Non, je souhaite vous dire quelques mots sur ce que l'on entreprend à Force Vive Gare Hérault et qui est en relation avec ce qui a été dit récemment, ce qui a été dit. Il s'agit de votre intervention, M. Yannou, ou qu'il s'agit de l'intervention sur le service national. Mais auparavant, auparavant, une réflexion préalable. Le défi de restauration nationale, dont tout le monde parle ici, avec ça dans la bouche, qui est devant nous est immense. Immense. Il faut en tirer les conséquences. Il faut en tirer les conséquences. Il faut, nous, citoyens, nous donner les moyens de penser la complexité de l'action et ne pas, sans attendre que des solutions partielles, parcellaires, nous tombent sur la tête ou venant d'experts autoproclamés. Il faut que les citoyens s'approprient la politique. Il ne suffit pas de faire des yaka faucons. Il faut penser. Il faut penser la politique. Né citoyen d'un État libre, écrit Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social. Le droit d'y voter suffit pour m'imposer le droit de m'en instruire. Vous ne devez pas vous suffire de proclamations. Vous devez approfondir les choses. Vous devez vous en instruire. Et ce peut être aujourd'hui le rôle de Force Vive. Pensez à ce que furent hier les cellules actives du Rassemblement du peuple français au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les cellules actives du Parti communiste, les cellules actives du Parti trotskiste. Discutez avec un trotskiste, vous verrez. La profondeur de la pensée. Eh bien, ce peut être aujourd'hui, selon mon point de vue, le rôle de Force Vive. Et pourquoi, à Force Vive Gare, nous avons décidé d'agir et de travailler dans ce sens?
et d'initier ce travail par deux domaines stratégiques qui touchent à ce qui vient d'être évoqué, deux domaines stratégiques, l'éducation et l'immigration. Deux domaines qui sont déterminants pour un problème majeur de notre devenir national, celui de la cohésion nationale. Celui de la nation, celui de la cohésion nationale. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en son article 3, énonce le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer l'autorité qui n'en émane expressément. Au fondement même de la souveraineté de l'État, au fondement même de la souveraineté de l'État, je trouve l'existence d'une communauté nationale, d'une nation, composée certes d'éléments hétérogènes, mais dotée d'une capacité intégrative. Je reviens sur cette expression capacité intégrative pour rassembler, à me vivre ensemble, pour rassembler ce corps d'individus. Capacité intégrative. En régime démocratique, il ne peut donc y avoir de souveraineté si cette capacité intégrative de la nation fait problème. Il ne peut pas y avoir de souveraineté si cette capacité intégrative se délite. Il ne peut pas y avoir de souveraineté si la cohésion nationale est en question. Il ne peut pas y avoir de souveraineté sans cette cohésion nationale qui légitime la représentation démocratique. Sans cohésion nationale, il n'y a pas de représentation démocratique. Souveraineté et cohésion nationale sont deux principes indissociables. Or, depuis 3 décennies, vous le savez, vous en parlez sans arrêt, notre pays se fracture, se délite, tout ce que vous voulez, se libanise, se balkanise. Il s'agit bien entendu du problème que posent les banlieues, que pose le flux d'immigrés que la Maison France ne parvient plus à accueillir, à intégrer. Mais pas seulement. Nom de Dieu, pas seulement. On est focalisé là-dessus. Mais pas seulement. Il s'agit pour autant, il s'agit tout autant des idéologies qui, émergeant dans les années 70, libertaires, individualistes, pacifistes, mondialistes, ont induit des pertes de repères parmi les nouvelles générations de Français, y compris vos fils, vos enfants, parmi les générations qui ont maintenant 40 ans, c'est-à-dire depuis les années 70, et tout particulièrement la perte du sens collectif, la perte du sens de l'intérêt national, la perte du sens de l'intérêt général. Chacun tire à tu et à dia, chacun parle pour lui, chacun voit midi à sa porte. Les gilets jaunes n'ont de commun que les ronds-points, on l'a bien constaté. Cette restauration doit passer, cette restauration nationale, qui est une condition stratégique de l'exercice de la souveraineté nationale, cette restauration doit passer par une politique intégrale. Alors, rappelez-vous ce qu'a dit Emmanuel sur les 6 ministères qui se focalisent sur la banlieue. Une politique intégrale, c'est une politique qui articule dans une cohérence, dans un projet global, un certain nombre de domaines et un certain nombre de ministères. Cette restauration doit passer par une politique intégrale qui s'attaque aux différentes fractures, aux idéologies, aux différentes fractures qui menacent la cohésion nationale, qui menacent de défaire notre nation, de la déliter. Je ne peux pas dire qu'elle se délite. Comment on fait pour la reliter? Fracture territoriale, sociale, économique, éducative, culturelle, à l'exception d'un parti. À l'exception d'un parti, je n'ai vu nulle part, afficher une volonté d'engager un tel projet politique, une telle politique intégrale de restauration de la cohésion nationale. Restauration qui constitue pourtant une condition sine qua non du devenir national. Une telle politique intégrale nécessiterait une hiérarchie des priorités. Il nous a semblé, la force de vie d'Aéro, que les capacités intégrales de notre nation étaient prioritairement liées à 2 types de questions. La question de l'éducation et de la transmission de la citoyenneté. Là, on revient à je suis en train d'écouter une vidéo. Mais pas seulement. L'éducation au sens global, la famille, le milieu. Comment
Et le deuxième chantier, c'est celle du contrôle du flux migratoire, de l'intégration des nouvelles générations issues de l'immigration. Autrement dit, une tentative pour généraliser et étendre à d'autres populations que celles des banlieues la solution les propositions d'Emmanuel. C'est donc sur ces deux chantiers que notre groupe a décidé de travailler, l'éducation au sens global du terme et l'immigration qui est indissociable de l'intégration. Avec, j'espère, en fin d'année, un document élaboré en commun, qui ne sera pas un document d'experts, qui sera un document de citoyens responsables, et ayant pensé profondément le problème. Je repense au service national, pour vous donner un exemple, parce que ça échappe à beaucoup de monde, c'est Fanny Le Pen. Tout le monde est en train de se dire « Ah oui, il faut revenir au service national, il faut revenir au service militaire. Il n'y a qu'à Foucault. Comment on fait ?» Et puis de l'autre côté, non, Emmanuel dit « C'est pas possible. Pas possible. » Eh bien non. Entre ces deux voies, l'une négative, l'une positive, etc., le service national, si on réfléchit bien, quand on regarde l'histoire de la Troisième République, il a été une voie aux côtés de l'école instruite, les fondateurs de la République pérenne. Il a été la voie avec l'école pour répondre aux problèmes que nous avons, nous, aujourd'hui, enfin, pas le même, mais pour répondre à l'unité de la nation. Comment faire? Avec d'un côté les monarchistes, de l'autre côté les communards. Donc, le service national est une voie. Mais c'est plus une voie aujourd'hui qui peut pas. C'est pas le chemin qu'il faut reprendre, c'est la voie qu'il faut reprendre. Mais il faut penser cette voie, comment on fait, et notamment en sortant du centralisme français, du centralisme qui a été tu l'as dit, qui a été la mort du service national, c'est son centralisme. Il soit géré peut-être par le milieu local, etc. Mais cela, il faut le retravailler entre nous, entre citoyens, et sans invective en disant non, c'est pas possible, oui, c'est possible, il faut créer. Et la création, c'est quoi la création? On rebondit sans arrêt sur le final là. Eh bien, écoutez, si vous voulez nous rejoindre, ça sera avec plaisir. Faites-vous connaître. Très bien. Très bien, mon colonel, merci à vous. Donc, rejoignez Force Vive, en d'autres termes, ça sera très bien. Je donne la parole maintenant à notre ami Daniel Fabre, et il va se présenter. Voilà, ça sera très bien. Mesdames, messieurs, chers amis, messieurs, mesdames, en vos grades et qualités, bonsoir. Je vais me présenter et remercier certains personnages qui sont là en visioconférence avec moi, et je vais expliquer pourquoi je suis là, pourquoi nous sommes là, pourquoi nous sommes tous là, avec différentes chapelles, différents engagements, différentes volontés, mais tous unis, c'est vrai, derrière des points forts, une chose importante de notre pays. Et on m'a demandé, le général de Richelieu, de parler un petit peu du souverainisme, donc ça va être le lien avec lequel je vais parler tout à l'heure. Mais tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle donc Daniel Fabre. Je suis le secrétaire départemental de Debout la France, le parti de Nicolas Dupont-Aignan, pour le département du Gard. Mais pas que. Il y a quelques mois en arrière, Nicolas Dupont-Aignan m'avait demandé d'être tête de liste pour l'Occitanie. Cette expérience a été lancée, puis elle a un petit peu avorté pour des raisons internes. Nous ne sommes pas un gros parti et il valait mieux arrêter l'expérience là. Mais néanmoins, cette expérience m'a permis de rencontrer en Occitanie des personnes importantes et intéressantes, et c'est avec leur impulsion et sous leur impulsion et leur encouragement qu'on a décidé de monter un petit parti, un mouvement, un courant, qui s'appelle Ligne Droite Occitanie. Ligne Droite Occitanie, dans chaque département, dans beaucoup de départements, a des représentants. Ils sont là en visioconférence. Je vais essayer de ne pas passer devant. Monsieur Lebouc pour le Tarn, qui est depuis tout à l'heure en visioconférence. Bravo. Monsieur Bouygues pour les Pyrénées-Orientales, et je vais vous expliquer tout ce qu'on fait. Il y a également des représentants dans le Lot, en la personne de Anthony Martin, Aurore Valdura qui est ici avec nous pour l'Hérault, moi-même pour le Gard. Et qu'est-ce que nous avons décidé de faire? Nous avons décidé de faire ce que nous faisons tous, c'est-à-dire
de rassembler autour de nous, de tendre la main aux souverainistes, aux gens qui aiment notre patrie, aux gens qui aiment notre nation, aux personnes qui ont envie de s'engager, et c'est extraordinaire, parce que ici, depuis tout à l'heure, j'entends tous les intervenants, il n'y en a pas un qui a parlé en son nom en disant « je suis candidat demain ». Non, non, on a tous parlé, et on va tous continuer à le faire, je pense, que de notre pays, de l'importance de l'état dans lequel il se trouve, et ce que nous voulons faire pour qu'il en sorte. Ce qui est important, et c'est ce que font mes collaborateurs dans chaque département, ils tendent la main aux autres souverainistes de manière à ce que nous puissions être une force. Quelle force? Nous sommes à la veille d'élections importantes pour notre État et pour le législatif, pour les chambres des députés. Donc, ces élections sont importantes. Et c'est pour cela qu'ils sont là, parce qu'ils sont dans chaque département, ils tendent la main. C'est-à-dire que si, ce que nous faisons ici, aujourd'hui, dans le Gard, il faut arriver à le faire dans chaque département pour donner de l'écho à notre action. Pour que dans chaque chapelle, ce que nous faisons et les pièces que nous mettons, le dynamisme que nous tous, eh bien, que ce soit pareil dans chaque département, dans chaque État. Donc, les personnes qui sont avec moi sont prêtes de tendre la main à rentrer en contact avec les personnes qui vous accompagnent sur le terrain dans d'autres départements, pour faire des groupes de travail, pour pouvoir présenter des candidats aux législatives. Il n'y a pas de président de la République. Éric, coupe ton micro, Éric. Un bon candidat, quel que soit son parti, à partir du moment où c'est le meilleur de sa circonscription, il ne faut plus que ce soit des gens parrainés, parachutés, et qui soient simplement les objets d'une baronnie locale d'un grand parti. Nous voulons des vrais candidats qui ont des choses à dire, des choses à faire, un pays à défendre et des valeurs à défendre. N'oubliez pas ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que nous parachutons dans notre pays des candidats qui vont être élus. Ce sont des députés qui sont aux ordres des partis. Ils sont bien loin de ce qu'étaient les députés à l'époque, qui étaient là pour monter les carnets de doléances et les cahiers de doléances à l'État. C'est-à-dire que ce sont des députés qui représentent les gouvernants, et ce ne sont plus des députés qui représentent le peuple. C'est pour cela qu'il est temps de faire ce que nous faisons, de s'engager avec courage dans ce travail de fédération des souverainistes. Alors, je voulais juste me présenter, c'est fait. Ligne droite, j'en suis le fondateur pour Ligne droite Occitanie, et j'ai travaillé avec un personnage intéressant et important qui s'appelle Nicolas Bonleu et qui a monté Ligne droite 31 à Toulouse. C'est quelqu'un de chez les LR, mais avec lui, nous avons décidé de tendre la main partout. Alors, vous voyez, moi, je suis le représentant de Nicolas Dupont-Aignan, toujours en place. J'espère que nous allons défendre avec Nicolas Dupont-Aignan le meilleur candidat pour qu'il l'emportera, parce que nous sommes, je suis honnête, pas les mieux placés. C'est bien dommage, il y a un très bon programme de mon point de vue, mais c'est comme ça. En tous les cas, en ce qui me concerne, moi, je peux en prendre témoin. Moi, je défendrai le meilleur candidat capable de mettre la meilleure candidate, qu'importe. Je ne vais pas expliquer mon choix ce soir, mais je défendrai le meilleur candidat pour qu'on sorte Emmanuel Macron de notre pays. Il est en train de détruire la France que nous avons connue et qui en fait ce que nous sommes aujourd'hui, avec les engagements et vos valeurs. Donc, je m'engagerai à titre personnel derrière le meilleur candidat. Et pour les élections législatives, je défendrai les meilleurs candidats, les plus compétents sur leur circonscription, en tous les cas, ce qui concerne l'Occitanie. C'est-à-dire qu'un candidat valable, qui, parce qu'il a un engagement à travers le milieu social ou professionnel, qu'importe, eh bien, même s'il n'est pas de ma famille politique, eh bien, j'irai le soutenir avec force et volonté pour qu'il soit élu et qu'il soit un bon représentant du peuple. Voilà l'engagement de Ligne droite sur l'Occitanie, et j'en suis le fondateur, je voulais donc me présenter. Alors, le général de Richouf m'a dit, Daniel, dis quelques mots sur le souverainisme. Eh bien, le souverainisme, vous le savez, c'est l'indépendance. Le souverainisme, c'est ceux qui défendent l'indépendance d'un pays, face aux instances supranationales. Alors, quand on parle de souverainisme, c'est difficile de trouver le juste milieu, et là, je vais juste faire une petite aparté, parce que c'est capital, c'est ce qui nous rassemble ce soir, c'est le lien de notre action de ce soir et de nos engagements. Le souverainisme, le meilleur exemple que j'ai, c'est celui qui avait sorti Nicolas Dupont-Aignan en parlant de l'Europe. Il avait comparé ce que l'on pouvait faire, ce qu'il voulait faire, quant à l'Europe. Et il avait comparé le fonctionnement de l'Europe à une copropriété. Et je trouve que c'est très intelligent. C'est-à-dire, il dit à son idée, mais c'est excellent. Une copropriété, ça fonctionne avec des appartements qui sont fermés, et puis il y a des espaces communs. Eh bien, c'est pareil quand on veut retrouver son propre pays. Au lieu de laisser à tout va la porte ouverte pour que chacun s'occupe du budget et de l'heure du repas chez tout le monde, eh bien, on remet les portes, on est souverain
chez soi, ça n'empêche pas d'avoir des actions communes quant aux espaces communs, le parking, la gestion du lavage de l'escalier, etc. Les frontières, le grillage qui va entourer la copropriété. Ce qui est important, c'est que chacun retrouve sa légitimité juridique pour défendre sa famille, financière, sanitaire. Il faut arrêter d'ouvrir les portes à tout va. Et je trouvais que cet exemple était intéressant. Alors le souverainisme, c'est aussi le respect du peuple. Comme l'a cité tout à l'heure, je ne sais plus qui, on a bafoué cet acte démocratique qu'est le référendum en 2005, enfin 2007. On a voté en 2005, en 2007, Nicolas Dupont-Aignan a abrogé Sarkozy. Excusez-moi. Nicolas Sarkozy a abrogé ce référendum. Alors, après, on s'étonne. Donc, les personnes, les concitoyens s'abstenir. Ils s'abstiennent, ils vont plus voter, on ne les reconnaît pas. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils perdent leur identité, ils perdent leur âme. Et n'oubliez pas une phrase intéressante, je crois que c'est Lamartine qui a dit « Un peuple sans âme, ce n'est jamais qu'une vaste foule ». Eh bien, il en est de même pour notre pays. Si on continue comme ça, si on continue à avoir Jean Dujardin, dit artiste, à la tête de notre nation, eh bien, notre nation, ça ne sera jamais plus qu'un point dans la cartographie ou dans une note monde. Eh bien non, on est tous issus aujourd'hui d'une éducation qui a fait qu'avec courage et force, on a envie de sortir notre pays du mur dans lequel a lancé ces dernières années nos dirigeants, la France, dans un mur. On n'a plus d'histoire, on se rapproche, il n'y a plus rien. Dans les banlieues, le général, je sais que le général de Richoux fait un travail énorme avec un dévouement total qu'il faut saluer. Voilà où nous en sommes. Alors il est important, je crois, je vais clôturer là-dessus, il est important, je crois, de se dire que si, dans les départements qui sont, vous aussi vous avez certainement du monde dans chaque département, si ce soir je suis là, c'est justement pour apporter mon témoignage, et plus que ça, mon soutien, et plus que ça, mon travail, à nous tous, que l'on puisse ensemble se retrouver, fédérer, donner de la force à notre action, à votre action, à notre action tous ensemble, pour qu'elle ait l'écho le plus important possible, pour mettre Emmanuel Macron dehors et mettre un homme d'État ou une femme d'État, quelqu'un qui pense d'abord à son peuple. Je ne sais plus qui c'est qui a dit que pour faire de la politique, pour gérer, il fallait comprendre les gens, et pour comprendre les gens, il fallait les aimer. Je crois qu'il est très important que nous ayons une personne d'État qui sauve notre État dans le mur dans lequel il est lancé. Il faut que nous retrouvions, il faut que nous redonnions à notre France son histoire, son identité, sa force, pour que notre France elle retrouve son rayonnement. On y est tous attachés, on veut tous travailler. Alors merci mon général, merci à toi Jean-Pierre. Il y a quelques mois qu'on travaille ensemble, j'ai demandé à monsieur Yengo Thierry de nous rejoindre et puis aujourd'hui il est avec nous. C'est le représentant d'Henri Guénaud ici dans le département et sur le secteur Henri Guénaud, donc l'ancien conseiller direct de Nicolas Sarkozy. Normalement, il devrait y avoir M. Magneron avec nous. Il n'a pas dû pouvoir se connecter, qui m'avait également rejoint. Et je l'avais présenté à Jean-Pierre, qui a décidé d'unir tout ça. Alors, M. Magneron, eh bien, c'est le représentant de Charles Mignon, ancien ministre. Et vous voyez, autour, là, on a essayé de rassembler des partis politiques pour que ces petites chapelles, on travaille tous ensemble et qu'on donne force et vigueur à ce que nous faisons, à ce que vous faites. Alors, moi, je vous remercie. Je vous remercie parce qu'on représente tous en réalité les forces vives pour que demain, notre pays redevienne cette France fière et forte qu'on aime. Je vous remercie et tu peux compter sur moi, mon général. Je laisse la parole à notre général. Oui. Oui. Qui veut prendre la parole? Monsieur Oui, écoutez, moi je reprends vite fait la parole, je ne vais pas vous embêter très longtemps. Je veux juste vous dire une chose, et c'est sincère, ça vient du fond du cœur. En tant que représentant de l'Alliance du Peuple, moi je vous assure que si toutes les personnes qui sont là ce soir, dès demain matin, on se mettait autour d'une table pour travailler, parce que tout ce que j'ai entendu ce soir,
me satisfait, sauf, je le dis, je suis transparent avec vous, j'ai dit tout à l'heure que nous ne travaillons pas avec les politiques parce que pour nous, les politiques nous ont rien amené jusqu'à maintenant. Moi, j'ai 72 ans, j'ai voté comme vous, à droite, à gauche, et aujourd'hui, je ne fais plus confiance à aucun politique. Par contre, toutes les personnes qui sont là, moi, je vous fais confiance. Parce que je pense que si c'est le peu de personnes que nous sommes là, qui ont souhaité à travailler ensemble demain, vous avez d'énormes potentialités. Nous, l'Alliance du Peuple, on a le peuple, on a des milliers de personnes derrière nous qui attendent demain de pouvoir travailler avec des gens comme vous. Voilà, mettons-nous au travail et je vous garantis qu'on pourrait changer la France qu'avec le peu de personnes que nous sommes là. Merci. Bien. Y a-t-il encore peut-être des questions rentrées ou des mises au point, des réflexions? Si on peut s'exprimer, Vous avez tous dit ce que vous vouliez dire. Vas-y. Bien. Est-ce que vous m'entendez? Alors, avant de faire la soirée, je voulais tout d'abord tous vous remercier d'être venus, d'avoir participé, d'avoir écouté. Je pense que nous avons là une coalition qui se met en marche. Qui se met en marche. Dans le sens du terme. Non, moi je fais des erreurs, mais alors... Alors, avant de passer, se lever et de passer à l'apéritif, je rappelle qu'ici, sur ma droite, sur la table, vous avez un certain nombre d'ouvrages que vous pouvez acheter. Un ouvrage du capitaine Bernadac, un ouvrage de Force Vive et un ouvrage de votre serviteur, ici présent. Je ferai un petit aparté, sachant que j'ai eu l'honneur de commander une brigade. Une brigade, c'est 5000 hommes et femmes. Une brigade blindée, mécanisée, et qui avait sur son épaule l'arme, les 3 croissants de la 3e division d'infanterie algérienne, dans laquelle a servi mon beau-père, feu mon beau-père, qui a été composé en Afrique du Nord, libéré la Corse, passé en Italie, puis ensuite, ça vous dit quelque chose, le débarquement de Provence et jusqu'en Allemagne. Et le général de Montsabert, qui a libéré Marseille, qui commandait sa division, composée pour l'essentiel d'Africains, on appelle ça tous les tabors, les légionnaires, etc. Vous imaginez bien toute l'armée d'Afrique, en fait, tout simplement. Il avait un cri de ralliement. Et ce cri de ralliement, je l'exposais souvent à mes jeunes de banlieue. Le général, avant de monter à l'assaut, avant d'engager ses troupes, il criait un seul but. Et l'ensemble de la troupe répondait la victoire. Alors c'est ce cri que je vais vous demander de répéter ce soir. Un seul but. La victoire. Merci, bon appétit. Donc, parmi vous, il y en a qui veulent... Henri-Jean, bonsoir. Salut Eric. Porte bien, et puis on se voit samedi, non? Ouais, normalement samedi, oui. Ok, je t'embrasse. Salut. Le bourg. Salut, exactement. À bientôt, 2014. Ciao, mon ami. Oui. Ça y est, on y est. Bon. Alors, Daniel. C'est très bien. Ciao, Henri. Salut, Daniel. Ah bon, d'accord. Eric vient de partir. Ceux qui veulent des livres, c'est à l'entrée. Et s'ils veulent les dédicacer, le général Emmanuel de Richauft, comme monsieur Jean-Pierre Fabre Bernadac, ou comme monsieur Pierre-Louis Santos, dédicaceront leur ouvrage.